Ok. Eh ben, Ok. quand tu veux, on commence. Bah écoute, on est prêt pour commencer là. Parfait. Alors, allons-y. Allons-y. On sait pas sur quoi on va partir, on n'a pas de point de départ, on n'a pas de... Oui, non, c'est... On je est me en suis- freestyle, on a passé potentiellement plus de temps à installer le matériel, les plans et tout, qui sont peut-être encore un peu foireux. On sait pas. Oui, Le ce qui est son et tout. ce qui est souvent assez normal. C'est Je vrai. crois qu'on passe globalement plus de temps à installer les trucs qu'à filmer. Peut-être plus tard, on arrive à dégager plus de temps Ouais, pour mais pour un filmer podcast, je pense que que c'est pour moins installer courant. les trucs. Je pense que c'est plus en ciné que Oui. c'est comme ça, tu vois. Parce que toi, t'es dans le ciné. Hmm. Presque. Presque. Oui, bah, je sors d'une école de cinéma, l'ESRA. Et là, je commence un peu à travailler. Bon, c'est les débuts en intermittence, toujours un peu difficile. Je Mais, connais bien ça. C'est assez... et moi, peut-être mal choisi, mais excitant de cette manière. Ah ouais. Oui, on sait pas trop ce qui va arriver, mais en même temps, tant qu'il arrive des choses, ça va. Et puis, c'est quand même c'est avoir la chance de travailler dans un domaine où il y a beaucoup de variété. Même dans les choses qu'on peut faire de moins enthousiasmantes à première vue, on a toujours une occasion de découvrir quelque chose de nouveau. Moins enthousiasmante de type publicité, choses comme ça. Oui, de type publicité, de type film institutionnel. Ouais. Les contenus qu'on pourrait à première vue dire c'est d'un ennui mortel à faire. Ouais. En réalité, à chaque fois, par exemple, j'ai réalisé des habillages pour des présentations de résultats d'une entreprise. Et c'est intéressant de voir comment fonctionne une grosse entreprise, qu'est-ce qu'ils vont mettre en avant pour convaincre leurs actionnaires. Et le fait qu'on ait une variété de tâches fait qu'on va voir plusieurs choses et pas uniquement toujours la même. Ce qui est, je pense, la raison pour laquelle les gens choisissent de travailler dans ce milieu, qui reste quand même un milieu très... peut-être difficile d'accès. Difficile d'accès. Et qui demande beaucoup de travail et beaucoup Est-ce que c'est d'énergie. difficile d'accès après les études ou avant? À quel moment il y aurait un goulot d'étranglement? Alors, il y a un premier goulot d'étranglement qui est dans les entrées d'études. Les entrées d'études, parce que c'est sur concours et c'est très sélectif. C'est sur concours, les concours sont sélectifs. Et effectivement, il y a un deuxième... peut-être un deuxième passage difficile après l'école. Ça dépend du réseau qu'on a constitué auparavant. Mais pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir une famille ou d'avoir pu constituer un réseau professionnel auparavant, Ouais. il faut attendre en fait que tous nos camarades commencent à progresser pour que le travail commence aussi à arriver par là et développer aussi de ce côté. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on reproche beaucoup au cinéma, ce fonctionnement par réseautage, par cooptation. En même temps, on comprend aussi son intérêt, sa valeur. Comment faire autrement? Parce que oui, vu les sommes qui peuvent être en jeu, les délais qui doivent être absolument tenus, je pense qu'il n'est pas possible de se permettre en fait d'engager quelqu'un d'expérimenté. Surtout, et je pense qu'on le voit en sortant d'école, on est formé, on connaît, on sait ce qu'on a à faire, mais il nous manque ce qui définit peut-être l'expérience et ce qui est, je pense, d'avoir fait des erreurs. Je pense que la meilleure manière de jamais se brûler, c'est d'avoir touché du feu. Ouais. Et on refera jamais une erreur qu'on a faite. On la fera moins. Oui. En tout cas, ouais, c'est vrai qu'on a besoin, l'exemple du feu est parfait parce qu'on a besoin d'être marqué à vif en quelque sorte. Il faut qu'on expérimente dans notre chair l'erreur. Ça se passera plus comme ça, ou comprendre comment... Et aussi ce serait comme de vouloir apprendre à marcher sans s'autoriser à tomber, quoi. C'est ça. Ou en pensant que tomber, c'est mal. Et d'où l'importance au début de projets amateurs, semi-professionnels, non rémunérés, qui permettent de faire ces erreurs avec moins de conséquences. Ouais. Ou en tout cas moins d'enjeux financiers.
où on peut toujours en fait donner plus de son temps pour rattraper. Voilà. Et du coup, ça ressemble à quoi les projets, sans forcément donner de détails, mais dans les grandes lignes, les projets sur lesquels tu es amené à bosser en ce moment? Déjà, qu'est-ce que c'est ton rôle? Alors, en quoi ça varie d'un projet à l'autre et qu'est-ce que c'est la nature de ces projets, les enjeux un peu ou... Alors au niveau professionnel, j'ai commencé par être pris par l'entreprise où j'ai fait un stage, comme beaucoup, et qui m'emploie en tant qu'assistant monteur. Donc je fais des sous-titres pour l'instant essentiellement pour l'institutionnel, sous-titres pour des conférences, habillage c'est-à-dire habillage sur After Effects. Ouais. Rajouter des titres, des animations pour des vidéos d'entreprise. De l'archivage, sélection d'images. Et à côté, la question est assez vaste. À côté, je suis dans une association, le PAL Studio, fondée par Stanislas Pacotte. Et cette association organise des captations et fait des courts-métrages. Donc Stan est réalisateur. Donc souvent, je travaille pour lui en tant que chef opérateur pour ses films. Il m'emploie beaucoup à ce rôle. Et je dirais que là, c'est complètement un autre travail que le travail d'assistant monteur, qui est un travail de petite main, de préparation, un travail dont le rôle est de faire en sorte que le travail du monteur se passe le plus fluidement possible après, une fois qu'on n'est plus là. Donc tu fais de la présélection dans les rushs et tu peux faire de la présélection dans les rushs, tu peux synchroniser les images et les sons. Donc c'est les aspects les plus techniques et potentiellement rébarbatifs du montage. C'est les aspects qui semblent rébarbatifs et qui sont techniques du montage, ouais. Tout d'abord. Et effectivement, parce que l'aspect artistique demande une confiance qu'on n'accorde pas facilement à un jeune, et je pense que c'est en partie normal. Enfin, il faut faire ses preuves. Et donc avec Stanislas, donc dans cette association, le PAL Studio, en tant que chef opérateur, c'est un autre travail, vu que le rôle du directeur de la photographie consiste à la fois une dimension artistique, esthétique, qui est de mettre en œuvre l'esthétique désirée par le réalisateur. Donc avec un travail qui est un travail humain de compréhension de l'autre, de comprendre comment est-ce qu'il pense par image, ce que je trouve assez intéressant. Vraiment une partie assez fascinante de notre métier, qui est on doit comprendre comment pense une personne, mais pas forcément avec des mots. Et quelque chose qui est vraiment permis, je m'en suis rendu compte récemment, par en fait, les dialogues référentiels qu'on a l'un avec l'autre. Quand on parle, on se montre des images de films, l'un l'autre, ce qui fait qu'à la fin, on développe cette... une manière d'interface entre nous deux, ce qui fait qu'on peut croiser nos références, se comprendre mutuellement et voir, quand il parle de ça, par exemple, il voit un travelling, avant il m'a montré un film de Kubrick, il veut un travelling qui fonctionne comme, disons, un travelling de Kubrick. Pas un travelling qui fonctionne comme plutôt un travelling de Wes Anderson ou un travelling de Scorsese. Et c'est ce dialogue qui, je pense, permet, dans le travail préparatoire, de souvent aller plus loin que ce que les mots, en tout cas les mots du langage de tous les jours, permettent de faire. Je ne sais pas si j'ai été clair. Ouais. Et la seconde partie du travail de chef opérateur, qui est la mise en œuvre technique de cette esthétique qui a été choisie au préalable et dessinée au préalable avec le réalisateur. Et là, c'est un travail avec la caméra, avec les réglages, avec tout ce qui est la lumière. Et la grande beauté de ce métier, c'est l'alternance entre une dimension esthétique presque littéraire et une dimension technique presque scientifique, où on travaille avec effectivement
de la physique, on peut poser des équations, ce qui peut être utile pour déterminer l'éclairage. Ouais. On a affaire justement à la lumière, qui est ce que j'aurais compris à un moment, c'est que une image, c'est pas, contrairement à ce qu'on a au théâtre où il y a un corps en face de nous, au cinéma il y a que de la lumière. Déjà pareil, parce que la lumière qui s'est réfléchie sur moi a été imprimée sur le capteur, mais je suis juste de la lumière plate. Et en fonction de comment la lumière m'éclaire, je serai une personne ou une autre, ou probablement quelque chose d'autre. Et c'est quelque chose qui te suit un peu dans la vie de tous les jours, d'essayer d'avoir cette attention aux qualités de lumière. Comment éclairer telle rue à tel moment. Et parfois on remarque je ressens telle émotion et étonnamment, il y a ce nuage qui étouffe un peu la lumière. Peut-être que ça poétise un peu le monde. Et ces petites choses, ces petits détails qu'on voit pas en fait de notre quotidien. Et donc pour toi, la lumière, c'est avant tout poétique? Non. J'ai l'impression que tu me parles de la lumière comme vecteur d'émotion. Vecteur d'émotion, vecteur de sens. Comme éclairage, mais éclairage émotionnel. Oui, la lumière porte évidemment une émotion, entre une lumière dure, une lumière douce. C'est plusieurs types de mondes. Déjà parce que c'est lié d'émotions liées à notre quotidien. Ouais. Telle lumière sera une lumière d'un bureau. Et donc on est spontanément... c'est cet éclairage qui vient du plafond, qui éclaire la tête. On est on est au travail, on sent au travail. Les émotions, on va chercher dans le registre émotionnel travail. Prenons maintenant une lumière tamisée d'intérieur. On va chercher dans le registre maison. Et on pioche dans tous ces registres émotionnels qui sont effectivement transmis par la lumière. Aussi, la lumière est avant tout, pas seulement quelque chose d'émotif, c'est un outil d'organisation. C'est pour clarifier. Ça permet de clarifier une image, ça permet d'attirer l'attention sur un endroit plutôt qu'un autre endroit. Et c'est ce qui fait passer l'image de quelque chose qui pourrait être complètement plat à quelque chose qui devient lisible. On va, grâce à la lumière, donner un sens de lecture. Ou essayer d'influencer, par exemple, le spectateur, de lire l'image d'un sens ou dans un autre. Donc par exemple, si tu as une scène, mettons un plan assez rapproché, ou que tu vois pas forcément clairement que tu es dans un appartement, tu vas utiliser la lumière pour faire comprendre au spectateur que plus rapidement que par le décor, ou pour aider le décor à faire comprendre où on est. C'est dur de séparer le décor de la lumière, vu que le décor est toujours éclairé. Oui. Mais oui, s'il y a un gros plan dans un appartement, on ne peut pas l'éclairer de face avec une lumière très dure. Ça va après passer un plan. Enfin, ça fonctionnera. C'est-à-dire, on aura le premier plan, le spectateur se dira c'est bizarre, c'est un peu éclairé bizarrement. Puis après, il verra l'appartement, il comprendra, il était dans un appartement. Ouais, donc ça dépend à quel point tu veux et à quelle vitesse tu veux dévoiler les informations. Ça dépend comment tu veux guider le spectateur. Oui, ça permet de... C'est un bel outil de manipulation. Oui, ça permet d'éviter, par exemple, dans un policier, que le spectateur ait remarqué le détail incriminant qui est pourtant à droite de l'image, en pleine vue. Parce qu'il a été attiré par un point de contraste qui était ailleurs. Et après, on peut revenir sur le même plan et lui faire remarquer, même peut-être en ayant légèrement modifié l'éclairage. Et cette fois, il s'en rendra pas compte, mais j'ai vu le briquet qui a fait tomber l'assassin. Ah, il est coincé. Et toi, t'as fait un peu de pub, non ? Un petit peu ? Alors, j'ai fait j'ai été assistant réalisateur sur une publicité pour une bague. Parce que ce que je voulais te demander là, c'est dans la pub, comment on utilise la lumière justement pour manipuler dans le sens du marketing, quoi. Alors c'est quelque chose pour le coup que j'ai jamais fait et que je connais pas trop. Okay. Donc ce que je dis, ça serait vraiment un peu dans le vent. Mais si j'essaie de réfléchir à ça,
vraiment un peu comme partout, la lumière dans la publicité crée du contraste, renvoyer l'œil vers quelque chose, ou crée quelque chose de plaisant, crée une ambiance dans la lumière pour guider le spectateur vers quelque chose qu'il connaît ou susciter sa curiosité. Euh, la publicité tend à être beaucoup plus, comment dire, virtuose qu'un film presque. Et donc on va utiliser beaucoup plus de lumière différente, Parce de que c'est des variétés. temps hyper courts. Mais par exemple, dans la publicité où j'étais assistant réalisateur, on a utilisé, dans l'assistant réalisateur, j'organisais le tournage et je faisais en sorte que tout se passe bien dans les temps. Il y avait une petite pression parce qu'on était dans un studio. Et donc dans un studio, il ne faut pas dépasser. Ouais. Même une demi-heure serait facturée. Donc une belle pression, on avait des décors à monter. Mais par exemple, pour la lumière, on a filmé des plans en contre-jour. On a filmé des plans, ce qu'on appelle high key et low key. Du coup. High key, c'est une majeure partie de l'image est très claire. Low key, c'est une majeure partie de l'image est très sombre. D'accord. Et donc avec une mannequin dessinée en silhouette, une autre avec une mannequin habillée en blanc dans un décor blanc. Et donc on avait un usage, mais sur cette publicité. Donc c'est vraiment, je pense, par projet. Et je pense que la lumière, c'est quand même beaucoup toujours par projet ou grand type de projet. Mais ça, comme c'était un projet qui était plus destiné luxe, on a utilisé une lumière très graphique. Donc avec des angles très marqués. Et on a montré une grande variété de lumière pour montrer que la bague convient à plusieurs types de personnes. Qu'elle est à la fois unique et singulière. Non, c'est 2 fois le même mot, perdu. Je recommence. À la fois unique et universelle. Et par ailleurs, je réalise aussi, et j'écris. Pour l'instant, j'ai surtout réalisé des clips pour un groupe de rock et plus récemment pour un quatuor a cappella de chanteuses qui s'appelait anciennement Acapella, mais qui prévoit de changer de nom. Donc Acapella. Acapella. Ok. Donc si vous voulez chercher, il faudra chercher un peu. Mais ça vaut vraiment le détour. Et là, je suis en train de finaliser plusieurs scénarios. Et que j'écris en même temps, certains en coécriture, beaucoup en coécriture, qui est quelque chose que je voudrais vraiment mettre en avant, parce que je pense que c'est à la fois primordial pour garder une motivation dans l'écriture, parce que c'est une activité qui peut être... on peut être démoralisé, on peut s'arrêter. Et le fait d'avoir quelqu'un qui t'envoie bon, on reprend, ça force à s'y remettre, ça force à y aller à nouveau. Et sans ça, ça serait, je dirais pas impossible, mais beaucoup plus lent à produire. Et surtout qu'on se compense, parce qu'à un moment, l'un n'a pas d'idée, mais l'autre va relancer une idée. Et il y a quelque chose dans les idées qui peuvent s'engrainer les unes les autres. Parfois pas, mais parfois. Et à ce moment-là, on est heureux d'avoir écrit avec quelqu'un, et c'est des moments magnifiques. On comprend que, oui, il a l'idée que j'aurais dû avoir, et là j'ai l'idée qui va avec. Et on continue comme ça. C'est beau. Et que dire d'autre C'est vrai que du coup, ça fait une sacrée palette. Mais du coup, le fait que ce soit un peu difficile au début de trouver ta place, d'avoir du travail et tout, ça te pousse quand même à faire des choses très hétéroclites que tu ferais peut-être pas s'il y avait un chemin tout tracé ou si c'était plus simple, quoi.
Tu penses pas? Tu penses pas qu'il y a comme un peu dans tous les métiers artistiques, il y a une certaine valeur dans la galère? Ouais, peut-être. Puis au fond, j'aimerais pas. Trop Au fond, facile. j'aimerais bien me dire que je préfère ça à autre chose. Et me placer dans une autre situation, je n'aurais pas choisi la facilité. Même si, bon, peut-être. Bah au fond, on veut tous quand même mériter ce qui nous arrive, même si on se l'avoue pas. Et c'est vrai que y a une valeur, il y a un gain. Il faut pas non plus célébrer la galère pour la galère de la galère. Et il y a un côté hyper arrogant de dire oui, je galère, mais c'est bien, c'est une opportunité fantastique. Enfin, il faut toujours rappeler qu'il existe En des plus, gens qui galèrent. Et c'est qui pas parce que souffrent. tu galères que tu l'as choisi. Oui, c'est un peu notre différence. C'est Moi, j'aime bien faire la distinction de manière générale entre. Alors après, je veux pas du tout enlever le. Je sais pas en fait s'il y a un mérite ou à quel point il y a un mérite, et même si c'est important d'accorder du mérite aux gens qui galèrent et qui souffrent sans le choisir, si ça vaut le coup, tu vois, si ça mérite non, je pense qu'il faut une éviter certaine reconnaissance. que les gens galèrent sans le vouloir. Voilà, c'est ça. C'est pas, C'est plutôt faut pas quelque le chose de reconnaître, non le souhaité. valoriser, parce que il y a quelque chose de malsain dans le fait de le valoriser. C'est le côté patron qui va valoriser son employé en disant lui, regarde, il trime dur, alors qu'il le paie pas. Oui. Alors qu'il s'il le payait, il aurait Mais une en vie fait, beaucoup plus agréable. c'est pas parce que tu souffres. Si tu souffres sans l'avoir choisi, tu peux ou non en tirer de la valeur. C'est-à-dire que si tu galères et que tu l'as pas choisi, que c'est lié à ton environnement, et que pendant que tu galères, tu es dans la résistance et tu es dans la frustration, et tu te dis que tu préférerais être à la place de gens qui sont privilégiés en quelque sorte. Si tu vis ça comme ça, une fois que tu te sors éventuellement de la galère, bon, c'est une discussion très générale, mais c'est pas grave, tu vas pas forcément en tirer quelque chose. Alors que si tu souffres, mais que tu l'acceptes et que tu n'oublies pas ce que c'était une fois que t'en es sorti, là, t'apprends quelque chose. Oui, moi je serais plutôt d'accord qu'il y a il y a un apprentissage pour la difficulté. Ce qui, mais je pense que tout le monde effectivement devrait pouvoir avoir le choix. Et probablement la chance qu'on a nous deux d'avoir choisi une carrière artistique, c'est on a fait un choix. On a décidé de travailler dans un métier où l'emploi est par définition précaire. Ce qui est horrible, c'est que toutes les personnes qui n'ont pas le choix et qui, avec les réformes à venir, auront encore moins le choix de cette précarité. Et ça, il faut absolument l'éviter. C'est pour ça que je me méfie à chaque fois qu'on parle de galérer. Et il faudrait peut-être deux mots, parce que c'est pas la même galère. Les gens tu distinguer Ouais. une galère choisie, une galère dont on se souvient, une galère subie. Je pense que le vécu et souvent l'origine des personnes qui vivent ces situations est tellement différente qu'utiliser le même mot est presque dérangeant, presque indécent. Et je pense aussi que pour être libre, on a besoin de... Alors, c'est pas forcément le mot galère qui serait juste, mais plutôt, là, je pense plutôt à la souffrance, à une forme de souffrance. On a de friction, de résistance. Il faut qu'on ait ça, tu vois. J'ai l'impression que pour rester libre, il faut qu'on s'impose un peu... Je pense qu'il y a beaucoup de valeurs dans la souffrance auto-imposée. Pas dans une forme... Je parle pas de masochisme. Oui, parce que Je parle de la valeur... Baudelaire, soit... ah, j'ai oublié, soit sage, ma souffrance, ou tiens-toi tranquille, quelque chose comme ça. Enfin... Pour moi, c'est plutôt dans le sens de la volonté. Pour moi, c'est ça la valeur du sport. La valeur de choses comme les douches froides. Comme, à la fois, je comprends et c'est quelque chose dont je me méfie parce que est-ce que c'est pas un peu rabâché tout le temps, rebattu Parce que je vois, ça me parle. Mais je dis pas. C'est, on a du Nietzsche Nietzsche parle très bien de ça. Et, mais
Mais la souffrance, parfois, ça peut être juste de la souffrance. Mais oui, il y a on peut apprendre de certaines souffrances. Pas toutes. Mais il y a certaines souffrances qui permettent d'apprendre quand elles nous dépassent pas complètement. Effectivement, peut-être, pour relier ce que tu disais par rapport à la liberté, euh, quand c'est une souffrance qui permet en fait de reconquérir sa liberté après. Oui, j'ai souffert, oui, j'ai eu peur, oui, j'ai eu mal. Et après, je me suis levé, après, je me suis battu. J'ai peut-être perdu la première bataille, mais j'ai regagné quelque chose après et j'ai pu continuer. Mais la souffrance qui t'abat au sol, la souffrance qui t'écrase, la souffrance physique, par exemple. J'ai bossé longtemps dans un primeur et j'ai été pendant les vacances magasinier. Et la douleur qu'on a à la sortie du travail après avoir porté des caisses et des caisses et des caisses, C'est pas une douleur qui t'apporte. c'est pas une douleur qui apporte. Y a rien à en dire. On rentre chez soi, on est vide, on s'allonge, on bouge pas. Par contre, j'ai vécu des ruptures amoureuses et je pense que tout le monde sait que la douleur de rupture amoureuse est profondément féconde. Enfin, je pense que tout le monde a déjà écrit un poème d'amour à son ex-copine. Ouais, ou une chanson. Ou quelque une chose. chanson souvent pas très avouable. Mais oui, on est tous poètes après s'être fait larguer. Mais... Et ça, pense pas cette tous. douleur apprend et je pense assagit beaucoup. Mais parce que c'est une douleur émotionnelle qui n'est pas fatale. Quand on s'est fait quitter, c'est pas la fin du monde. Ça semble être la fin du monde, mais c'est pas la fin du monde. Et au fond, tu sais que c'est pas la fin du monde. Et au fond, tu sais que c'est pas la fin du monde. Alors, par exemple, La plupart des gens ne se suicident pas après une rupture amoureuse, aussi difficile soit-elle. Oui. Et par exemple, mais tu prendrais d'autres situations très difficiles de souffrance. La souffrance dans un couple, dans le cadre d'abus. Est-ce qu'on apprend vraiment quelque chose? Ou alors bien longtemps après, et c'est pas sûr. Et je dirais que pour ça, il y a une meilleure manière d'apprendre. Mais c'est pour ça que je parlais de la souffrance auto-imposée. Mm. Dans le sens... Donne un exemple de souffrance auto-imposée. le sport. Sport. Par exemple, en fait, j'ai des souvenirs de... Je sais pas, mais après, c'est vrai que ça peut frôler le masochisme. Donc, les limites des bienfaits potentiels de la souffrance auto-imposée sont encore à définir pour moi. Mais j'ai des beaux souvenirs de moi qui court sous la pluie, dans la nuit, enfin le soir ou le matin. Je me souviens en particulier d'une fois où j'étais en train de courir sur le bord de la Seine. Il était tard le soir et j'écoutais un podcast sur la Corée du Nord. Une femme qui raconte, je mettrai le lien en description pour les gens que ça intéresse, une femme qui s'est évadée de Corée du Nord quand elle était ado et voilà, qui raconte les horreurs de la vie en Corée du Nord. Et tu vois, il pleuvait, il faisait froid, et j'ai couru pendant peut-être 1 heure, je me suis vraiment poussé. Et en fait, ce moment où tu dépasses... En fait, c'est ces moments pour moi qui sont très précieux et qui, pour le coup, sont pleins de progrès potentiels. C'est ces moments où tu es confronté à ta flemme, à ta paresse, et où tu la surmontes. Ces moments de dialogue intérieur où tu as une petite voix qui te dit non mais pourquoi tu fais ça? Tu pourrais très bien rentrer chez toi, tu te prends un bon bain chaud ou une douche chaude, ensuite tu te fais des pâtes, tu vas dormir, regarde une série Netflix, tu seras beaucoup mieux. Et en même temps, t'as peut-être cette voix qui se fait moins entendre la plupart du temps, mais qui te pousse, qui dit mais et si t'essayais? Et si tu continuais? Et si tu résistais? Et ensuite, quand tu dépasses ce moment-là de doute, parce que c'est ça le doute. Le doute, c'est simplement un combat intérieur. Et quand tu dépasses le doute et que tu vois que tu peux le faire, que tu rentres chez toi, que t'as fait ce que tu avais à faire, quoi que ce soit,
quand tu vois que tu as réussi à faire le truc que tu voulais pas faire, là, peut-être que tu te sens... ça agrandit en quelque sorte ta zone de confort et peut-être que tu te crois capable de plus de choses. Mais est-ce que dans ce cas-là, ce qui apporte, c'est la souffrance ou le fait d'avoir dépassé la souffrance? Bah, en fait, Quitte même possiblement avoir dépassé la c'est le fait souffrance d'avoir dépassé la souffrance. Mais dans du la coup, souffrance du elle-même. coup, la souffrance est nécessaire. Parce que tu me rappelles comme ça un souvenir de musique. C'était un stage de harpe et je jouais à un concert, donc j'ai oublié. C'était un morceau, c'était une pièce musique folklorique des Balkans, si je me souviens bien, ou macédoine. Macédoine, peut-être. Bon, je me risquerais pas à donner un titre. Et juste avant le concert, je me fais une énorme ampoule au pouce. Et la pièce c'était triple fortissimo. Et donc j'arrive au concert, naturellement mon ampoule se déchire. Et je me retrouve à jouer sur la chair à vif. Et il y avait quelque chose d'assez enthousiasmant dans le moment où... Bon, c'était une goutte, mais c'est un peu saigné. Et le côté, je continue quand même, parce que je peux le faire. Je peux aller jusqu'au bout. Personne ne saura ce que je faisais. Et pourtant, j'étais en train d'aller plus loin que mon corps. Et en même temps, c'est dangereux, ce combat, parce qu'il faut vraiment s'opposer à son corps, se battre avec lui, lui faire du mal, comme ça. Il faut aussi l'aimer, parfois, je pense qu'il y a beaucoup d'entre-deux à trouver, beaucoup d'allers-retours. Pas avoir peur de toute forme de blessure, parce que dans ce cas-là, on n'apprend rien. Et de cette manière, on sort pas de soi. Mais en même temps, pas aller vers toutes les souffrances pour le bien de la souffrance. Sinon, on finit juste par devenir fou. Ce qui n'est pas une très bonne idée. Ouais, mais je pense qu'il y a pas mal de gens, et moi le premier, qui utilisent ce prétexte pour ne pas se confronter à soi, justement. Pour ne pas faire des choses difficiles. Tu as la peur de se blesser. En fait, de là, pour te blesser, faut quand même vraiment te pousser, faut quand même y aller. Donc je pense que c'est pas forcément le vrai problème pour la plupart d'entre nous. Mm-hmm. On se trouve tellement d'excuses pour ne pas progresser. Après, là c'est qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut donner pour avoir ce qu'on veut. Et qu'est-ce qu'on peut arriver à donner pour avoir ce qu'on veut. À quel moment. Avec qui aussi. Est-ce que c'est pas plus même sacrifier que donner, le mot? Oui. Parce que... Même si le sacrifice va avec un don, on sacrifie quelque chose, on reçoit quelque chose en retour. Mais c'est vrai que la notion de sacrifice, c'est oui, il y a une sorte de divinité du hasard, peut-être dans la vie, qui on sacrifie des choses en espérant qu'elle nous renverra quelques faveurs. Le sacrifice dans le sens du choix. Oui. Parce que tout choix est un sacrifice du potentiel. Et en même temps, la création d'une valeur, l'affirmation d'une valeur. Et c'est vrai que par tous ces choix qu'on fait, par tous ces sacrifices qu'on fait ou qu'on ne fait pas, ces bonheurs, ces douleurs qu'on privilégie, qu'on évite, naît en fait notre manière d'habiter ce monde, de lui donner une valeur qui, si on reste en permanence dans une zone de confort, on n'aura peut-être jamais de valeur qui vient de nous-mêmes, et on sera obligé de respecter les valeurs des autres, et en fait par une valeur qu'on n'a pas nous-mêmes éprouvée, comme un peu quand tes amis te disent ne va pas vers ton ex, ça va te faire du mal, et toi tu dis nique la souffrance, j'y vais, je fonce, je suis le meilleur, et tu y retournes, et bon, après ils te disent on te l'avait bien dit, hein. Tu fais ouais, vous me l'aviez bien dit. Et est-ce qu'on le regrette? Est-ce qu'on le regrette pas? Est-ce qu'on est quand même heureux de l'avoir fait, de ne pas l'avoir fait? Là, on a dit quelque chose du monde. Alors que si on l'avait pas fait du tout, mais ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, on a besoin de se brûler. Je pense, oui, un peu. Ça fait pas de mal de se brûler un peu. Tant qu'on perd pas sa peau, c'est bon. Et puis c'est aussi une manière... c'est aussi une forme d'égoïsme, en fait. Une forme, pas tant d'égoïsme, mais peut-être d'orgueil, de bêtise. On se dit que... En fait, on a envie de faire nos propres choix parce qu'on a envie d'exister. On a envie
d'affirmer notre individualité et on n'a pas envie d'écouter les autres. Ah, il y a toujours une balance à trouver On se dit entre. oui, mais moi, c'est ma vie. Oui. Ce choix, mes tripes me disent de le faire, donc je le fais, mais Parce que je trouverais comme ça qu'il y aurait deux grandes manières de se rapporter aux choses. Soit on va définir le monde par une valeur qui viendrait exclusivement de soit ce qu'on vit, soit ce qu'on pense. On peut la rationaliser. On peut dire je pense ça parce que je peux le justifier de telle manière, ou je pense ça parce que je le ressens de telle façon et que pour moi ce ressenti est une évidence. Ou alors on peut valoriser le monde parce que au contact d'autres personnes qui donnent des valeurs aux choses, on évalue avec eux comme une sorte de marché où toutes les valeurs communes de notre société finissent par aboutir, et on participe, je pense, en permanence des deux manières de donner un sens aux choses. Et je pense que l'une d'elles, en toute chose, cherche un juste milieu. Il faut faire des allers-retours entre l'une et l'autre pour essayer de justement pas aller dans une forme de narcissisme égoïste qui peut être à la fois n'existe que mon plaisir ou, comme tu semblais l'indiquer, n'existe que ma souffrance. Ou aller dans une forme de conformisme absurde où n'existe en fait que les autres et moi-même, je sais pas ce que je pense parce que je pense comme la personne d'à côté. Et les deux se nourrissent l'une l'autre parce que la première, quand une personne qui se définit uniquement par rapport à ce qu'elle vit elle-même, par rapport à son ressenti, sa vie c'est invivable parce qu'elle sera en permanence instable. Parce que je pense que nos ressentis naturellement sont pas objectif. constants et objectifs. Objectif Pas et constant, neutre. ils changent. Parfois on est heureux, parfois on est triste. Et si on valorise le Et monde c'est d'une pas manière, forcément corrélé de manière claire aux événements. oui, et on peut se retrouver. La plupart du temps, c'est lié à des événements, ça teinte des événements, ça. Même après, ça relève de la psychanalyse. Après, là, ça nous emmènerait très loin. Mais je me perds dans mes pensées. Ok, on essaie de trouver des pensées. Oui, parce que tu m'as lancé sur la psychanalyse là, du coup. T'as prononcé le mot. J'ai vu ton regard partir. J'ai vu qu'il y a des choses qui sont déclenchées. T'as prononcé le mot qui fait, mot qui fait à la clé. fois peur, le mot étrange, le mot de. C'est intéressant. Parfois, faut pas tout croire, mais c'est un mode de pensée intéressant, la psychanalyse, en tout cas, à mon humble avis. Mais oui, et ce que je disais, c'est que on n'est pas stable si on se définit que par rapport à nous-mêmes. En même temps, si on se définit uniquement par rapport aux autres, on est trop permanent. On ne bougerait plus. Au fond, on serait uniquement défini par un extérieur, presque un objet. D'un côté, on se transforme en espèce d'égo surdimensionné qui domine le monde, mais qui change en permanence. De l'autre, on serait une sorte de caillou qui est poussé par un événement et qui reste à peu près toujours identique et à peu près vide et qui avance. Et c'est dans l'entre-deux qu'on peut être un rouage de la société, à la fois un rouage de notre société, et aussi avoir ce retour à soi qui permet de la changer, de prendre du recul par rapport au rouage, et à la fois d'être conscient du rouage, et à la fois que le rouage nous rende conscient de nos propres faiblesses. Que oui, si on essayait de s'inclure exactement comme on sent qu'on est dans la société, on a une roue qui tombe pas très bien, qui casserait tout, et tout s'effondrerait. Ce serait insupportable de vivre avec des gens qui sont en permanence tout ce qu'ils ressentent, tout ce qu'ils disent. Et Est-ce que c'est pas ça le narcissisme? probablement, oui, au fond. Enfin, je connais pas assez bien, mais ça ressemble un peu à ça, oui, souvent. Il me semble que c'est ça. Des gens qui sont uniquement. Il y a deux formes de narcissisme. Il y a le narcissiste absolu, celui qui n'a pas besoin de confirmation des autres, le narcissiste narcissique, non? Narcissiste, c'est d'un anglicisme, non? Ouais. Ouais. Le narcissique absolu, celui qui est... Bah, c'est un roi, quoi. C'est le roi soleil, c'est Macron, c'est tout ça. Ouais. Oh, Peut-être.
Je dirais pas qu'il est à ce... Peut-être. Non, je pense pas qu'il est à ce point. Je sais pas, non, mais c'est comme il est dépeint quand on parle de Jupiter, c'est ça. Oui, on aime bien. Je sais pas si c'est le cas ou pas, mais on aime on a souvent l'idée. bien tordre la personnalité des gens vers une direction. Évidemment. Je pense que oui, Macron a une forte dimension narcissique dans sa personnalité, mais je pense qu'il n'a pas à être interné. Je sais pour pas, ça. tu vois, on le connaît pas personnellement. Et puis peut-être parfois qu'il est influencé par d'autres choses. Mais C'est une position qu'on n'est pas capable de comprendre. la position de président, Ouais. probablement pas. Probablement pas. C'est possible de. On peut comprendre un peu le pouvoir. Je me souviens d'un film de Pierre Scheleur qui s'appelle L'exercice de l'État, et qui parle d'un. Je sais pas si c'est un premier ministre ou un autre ministre de l'Intérieur, des Transports, qui se trouve face à une crise. Et c'est un film qui montre un peu, qui rend sensible cette solitude du pouvoir. Ce qui est, je pense, une fonction de l'art en général, de nous permettre de le mettre à la place de personnes qui sont ailleurs dans la société. Et de comprendre ce à quoi elles font face et comment elles pensent un peu le monde. Et ça nous permet un peu d'imaginer comment peut-être pense un président. Mais oui, on l'expérimentera probablement jamais. Et ça doit être un lieu très solitaire. Même si ça n'excuse aucune politique. Et puis, à quel point ta personnalité a sa place dans la fonction de président, tu vois. C'est une fonction tellement écrasante. En même temps, on a vu la place de la personnalité des présidents augmenter de manière constante. Oui, mais dans de la notre République. personnalité montrée. Mais lui, Oui. tu vois, si on essaie de se mettre à la place de Macron. Et qu'est-ce que c'est Bon, Macron on est toujours dans la on est toujours dans C'est vrai qu'on voit trop dans la souvent. parenthèse sur Macron, mais on était sur les narcissiques avant. C'est vrai qu'on voit trop souvent Macron à la télé, Macron avec Macron et Carlito, Macron. Non, mais faudrait en peut-être fait- imaginer Macron le matin qui se lève et qu'est-ce qu'il pense quand il mange chez Chocapic. On sait pas à quel point il croit. Enfin, c'est quand tu le vois parler, tu vois bien qu'il pense pas vraiment ce qu'il. Enfin, tu vois bien qu'il est pas sincère. Après, à quel point c'est possible qu'il pense ce qu'il dit, mais le discours est tellement. De toute façon, les discours sont pas écrits par lui et il est tellement. Et son discours dissimule. Il est tellement sur des œufs que de toute façon, tu vois que tout est fabriqué. Donc en fait, c'est impossible de dire quel pourcentage de ce qu'il dit il pense vraiment. Et c'est impossible de dire quel pourcentage de ce qu'il dit est vrai ou faux, ou même de comprendre exactement où il veut en venir quand il parle. Parce que nous, on voit une personne, on voit un homme, un absolu. Oui, alors il y a toute une équipe. Il y a toute une équipe. Il y a une armée de conseillers. Enfin. En même temps, il a choisi cette image. Oui, et avant on parlait de manière de se définir. C'était partie de la souffrance, elle est assez loin. Ouais, on était sur les narcissiques. On était sur les narcissiques. Et on a, bon, je sais pas pourquoi j'ai parlé on de a Macron. parlé de Macron. Juste parce que j'ai pensé. C'est juste parce que j'ai pensé à Jupiter, parce que j'ai. Oui. Juste, tu vois, moi, je sais pas du tout s'il est narcissique ou pas. Je suis ni psy, ni ni au courant de ce qui se passe, ni au courant des infos. Je lis pas le journal, je lis pas les. Ce qui rend le truc un peu compliqué. Mais bon, bref, cette parenthèse est close. Le narcissique absolu, qui est sûr de sa valeur. Et il y a le narcissique qui a besoin d'être rassuré, et le narcissique qui cherche justement sa valeur dans l'approbation des autres. Ça, c'est le narcissique fragile. Oui, et il me semble que l'un n'empêche pas l'autre. Je connais pas trop. C'est le géant au pied d'argile. Hein ? Je pourrais pas trop développer dessus, mais oui, effectivement, c'est. Et je crois que l'un peut passer à l'autre. L'absolu peut devenir un pied d'argile à un instant, et puis redevenir absolu. Même justement, il me semble que dans la pathologie, les allées et venues entre bien ces sûr, deux, il y a tout un spectre, mais ces deux dimensions sont assez importantes quand il n'y a pas une sorte de blocage d'un côté ou de l'autre. ouais. Mais après, je connais pas du tout. Et en plus, sachant, est-ce que j'ai vraiment envie de connaître, sachant que quand même toute activité artistique implique sa dose de narcissisme, parce qu'on écrirait vraiment si on avait une image de nous qui était aussi stable qu'on le voulait. Et c'est une autre solution, écrire, pour se définir, pour se déterminer. Oui, parce qu'on est parti sur le narcissisme parce que j'ai voulu l'associer à l'instabilité émotionnelle dont tu parlais, à cet extrême de l'absolu, de l'identification à nos émotions finalement. Oui, et oui, il y a une dimension quand même
ou d'ego lié au fait même de pouvoir écrire quelque chose. Mm. Le fait de se dire je vais prendre ma plume, écrire un texte, et ce texte non seulement sera lu par quelqu'un, non seulement j'espère que cette personne va me payer pour lui faire lire ce texte, pour lui faire passer X heures de sa vie Mais c'est pas parce à que lire. t'écris que tu te dis ça, forcément. C'est un peu impliqué dans le geste. Sinon, Je suis pas sûr. Non, tu penses pas? Sinon pourquoi t'écris finalement? Parce que moi j'écris un peu automatiquement, mais je me demande pourquoi tu le fais. Moi, j'ai l'impression, d'abord, après, je parlerai de mon cas à moi, parce qu'on écrit tous les deux, mais on a pas mal discuté tous les deux de nos processus respectifs d'écriture. On s'est fait lire quelques trucs. Mm. Et j'ai l'impression, dans ton rapport à l'écriture, qu'il est moins... Alors, on pourrait sûrement faire une analyse psychanalytique, une psychanalyse de ton rapport à l'écriture, mais j'ai l'impression, justement, que tu écris d'abord par besoin, que tu écris d'abord par hygiène de vie, que Oui. ça fait partie de ton équilibre. Et c'est un peu... Et moi, j'ai l'impression d'avoir un peu ce rapport-là avec l'écriture, mais aussi avec la musique, que c'est un peu des exutoires, mais plus que ça aussi, c'est une forme d'expression. Et pour moi, l'idée du partage, elle vient toujours après. D'abord, j'écris. J'ai l'impression que j'écris parce que ça fait partie de mon équilibre. Mais effectivement, je pense que tu as tout à fait raison de dire ça, et que c'est l'écriture Anne à balancer. Et je pense qu'il faut. Que j'ai pas forcément été très clair dans ce que je disais avant, mais. Bah, tu disais, moi, ce que j'ai compris, c'est que tu disais que pour écrire, Oui, il y avait forcément de l'ego dans la démarche. L'idée que pour écrire, il faut vouloir plaire. Non. Mais pour écrire, il faut quand même avoir l'ego qui donne une valeur à quelque chose qui, a priori, n'en a pas forcément. Et une activité qui est très complexe peut-être pour pas grand-chose à la fin, souvent. Et où est-ce qu'on trouve toute cette force? Pourquoi est-ce qu'il nous manque tant de choses qu'on doit les mettre sur le papier pour les retrouver? Pour moi, l'écriture, c'est peut-être la forme la plus poussée de réflexion. Il y a une écriture qui réfléchit. Mais toi, t'écris beaucoup dans l'essai. Ouais. T'écris beaucoup dans l'essai, donc effectivement, c'est une forme... D'ailleurs, si on prend l'exemple du journal intime, le journal intime, par essence, est destiné à ne jamais être lu par quelqu'un d'autre que son auteur. Et souvent, les gens rêvent que leur journal intime soit lu par quelqu'un. Encore une fois, il faudrait dériver dans la psychanalyse. Moi, j'ai jamais tenu une journal intime. Moi non plus, mais parfois, si je suis confondé, et pour le coup, je peux vraiment attester. Mais tu ne donnes pas du tout de lecteur imaginaire? T'écris pas pour un lecteur J'ai plusieurs, vraiment, pour moi, c'est assez catégorisé. J'ai plusieurs démarches d'écriture. Il y a l'écriture dont je parlais à l'instant, qui se rapprocherait plus du journal intime, même si je ne tiens pas de journal intime à proprement parler. Mais ça peut être, à certains moments, il y a 2 cas que j'identifie là comme ça. Si je suis dans une situation où j'ai un choix à faire et je ne sais pas comment démêler la situation, je peux écrire, simplement coucher mes pensées sur le papier. Et ça c'est une forme de réflexion, c'est penser par l'écrit. Mais juste parce que c'est un moyen comme un autre de savoir ce qu'on pense, de formuler pour accoucher d'une pensée, quoi. Et un autre moyen, c'est de parler à quelqu'un, à un psy, à un ami. Mais l'écriture a ça de précieux que, comme le papier, comme le psy, est neutre a priori. Et du coup, c'est une très belle, c'est un superbe, une superbe toile pour, tu vois, pour. Oui, en même temps quelque chose qui, si on revient au narcissisme très égocentrique, je refuse que quelque chose entre en moi, qui ne vient pas de moi, qui n'est pas moi. Il ne reste que cette feuille, et sa valeur, c'est qu'elle ne contient pas d'extérieur. Alors qu'un ami, c'est quelqu'un d'autre, il va m'influencer. Parfois, c'est bien d'être influencé, mais
Je serais plutôt d'accord avec toi. Il y a quelque chose d'immensément précieux dans cette feuille blanche. Dans cette feuille blanche qui te permet d'être peut-être encore plus seul, de savourer. Enfin, c'est une belle forme de solitude, je trouve, d'écrire. Et parfois de retrouver aussi. De digérer, De retrouver des choses. Je me suis souvenu de se demander qui on est aussi. Je me suis souvenu de choses en écrivant. Il y a pas longtemps, je me suis souvenu d'un mur. Moi, j'avais. Ah, tiens. Mur de mon enfance. C'est marrant, je me souvienne de lui, pas d'autre chose. Mais je me suis souvenu en écrivant, je me suis dit pourquoi est-ce que j'ai écrit sur un mur? Pourquoi un mur de briques? Bon, les briques étaient en plus. Mais. Et après, ça m'a ramené dans mon enfance, puis il y a une série de souvenirs. Et qui avait effectivement ce côté très étrange, qui n'est pas du tout le type de souvenir qu'on va peut-être privilégier quand on parle avec quelqu'un, qui sont des souvenirs partagés. Mais des souvenirs seuls, d'enfant, quand j'étais solitaire dans le jardin, quand je mangeais des groseilles, quand je regardais les insectes dans l'herbe, et où je sais qu'il n'y avait personne pour me regarder. Et c'est vrai que c'est un moment d'écriture qui m'a renvoyé vers tous ces moments de passé qui sont infiniment précieux. Donc, oui, belle page blanche. Et blablabla. Mais oui, qu'est-ce que je disais? Où est-ce qu'on était? Je me suis perdu quelque part. Non, tu t'es pas perdu parce que de toute façon, on va de digression en digression et c'est toujours comme ça. Et d'ailleurs, je pense que c'est un défaut que j'ai dans la conversation, ou en tout cas, c'est un truc auquel j'ai pas encore trouvé la solution, c'est que ça m'arrive avec plein de gens différents de commencer une réflexion ou une énumération et après, en fait, on se perd dans une des sous-parties et après, on retrouve jamais on n'arrive pas à retrouver parce que. Ouais, parce que la pensée est partie, une espèce de feuillage. Non, mais je sais toujours dans quelle énumération j'étais, mais en fait, tu m'as embarqué dans... En fait, toi, tu as placé ton attention, mais c'est pas toi en particulier, c'est que c'est toujours comme ça, genre, c'est quelque chose qui m'arrive à chaque fois. Je me lance dans un truc et en fait, je digresse trop vite et du coup, l'autre personne a pas en tête comme moi l'art. Ce qui a précédé. Ouais. Et du coup, elle continue sur l'embranchement que tu proposes. Et elle est plus intéressée par la digression que par l'arc beaucoup plus intéressée par la digression que par l'arc principal. Mais exactement. Ce qui permet vraiment de faire une digression et de parler de scénario. Et en même temps, si la digression c'est un principe de scénario. À la fois, le plus important, c'est l'arc principal, mais est-ce qu'il existerait sur les petits détails à côté? Oui, il vient de complètement s'en utiliser. Et est-ce que si tu prenais le même sujet qui t'intéresse quand c'est une digression et que t'en fais le sujet principal, est-ce qu'il t'intéresserait autant? Souvent une mauvaise idée. Est-ce qu'on est intéressé par la digression parce que c'est une digression ou parce qu'en fait... par le sujet ou par la digression? Par la digression, même par la virtuosité qu'elle permet, par sa gratuité. Pense Tarantino. Ouais, tu vois, au début de Pulp Fiction, la digression par excellence, il parle de burger et du nom du Royal Cheese. C'est vrai que c'est un roi de la digression. Ça sert à rien. Parce que après, la scène elle sert à quelque chose. Ça présente les deux personnages, la femme de Marcellus Wallace, qui va revenir par la suite. Tu dis, ça c'est utile. La partie qui suit immédiatement, qui est discussion, il parle du massage de pied et de comment un type s'est fait tuer par un massage de pied. Elle présente quelque chose, elle a une fonction dans l'histoire. La partie qui précède d'ailleurs sur les burgers, elle dit après la même chose que la scène suivante. Elle présente les deux personnages, comment ils interagissent entre eux. Mais elle sert absolument à rien. Elle pourrait être retirée sans qu'on perde une information essentielle, à part une différence de nom de burger. Mais c'est ce qui fait le sel, en fait, de la suite. Jamais de comprendre. Oui. Mais on voit bien que si on faisait tout un film de 2 heures sur la différence de nom entre des cheeseburgers... Mais même sans donner plus de place à la digression, si elle n'était pas présentée comme une digression... La digression comme un essentiel à la narration? Ouais. Ce qui est très moderne comme manière d'écrire. Je pense que ce qui nous plaît dans la digression, c'est son côté suspendu. Et libre, je trouve aussi. Hors du temps. Justement, ce qu'on aime dans la parenthèse, c'est que c'est peut-être son côté éphémère et son côté hors sol. Ouais, sa gratuité presque. C'est sa gratuité, exactement. C'est... ouais.
C'est Ça ça qui est pourrait beau. pas être là et pourtant. Oui, En un fait, petit côté bijou, un petit côté ornement. Après, on peut le Mais- reprocher très vite. Faut dire, ça c'était gratuit, c'est un défaut. Si on dit qu'une scène est gratuite, qu'un tel passage est gratuit. Oui, mais ce serait pas gratuit par la nature de la digression. Ce serait quelque chose de gratuit. Pour moi, ce serait quelque chose de un cheveu sur la soupe. Ouais. Est-ce que c'est Parce que la digression, il faut qu'elle soit dans le même, il faut qu'elle s'accorde avec le reste du film, dans le cadre d'un film. Oui, Il faut que ce soit dans les mêmes tons, dans la même tonalité. oui, non, effectivement. Tu vois, on peut tout à fait faire un parallèle avec la musique. Ce qui est beau, c'est les modulations. Ce qui est beau, ce qui fait les grands génies, ce qui fait le génie d'un Mozart par rapport à un Stamitz, où personne connaît Stamitz, mais par rapport à d'autres musiciens de son époque, dont on a moins retenu le nom, c'est sa capacité à s'éloigner juste assez de l'archétype, juste assez de la phrase type, de la forme classique, pour surprendre notre inconscient. Ah, on aime les surprises, on a besoin de. Bah, la C'est- surprise, mais oui, pas- mais c'est nous surprendre, la mais juste surprise n'est assez. pas nécessairement Il faut une pas que digression. justement la digression. Ah, Parce qu'une ouais. digression. Oui, non, mais c'est vrai que une je me suis- modulation, En c'est fait, un j'ai développement. digressé encore parce Ouais. que j'avais pensé d'abord aux modulations. Une modulation, c'est un J'avais développement. une C'est modulation. la même chose dans une histoire qu'un développement. Un- Plutôt. Tu vois, c'est un thème exprimé d'une certaine manière dans ta musique et il va être exprimé ensuite ou transformé après une modulation. Et dans une histoire, la motivation du personnage, l'enjeu pour le personnage va être exprimé d'une première manière au début de l'histoire, puis tout au cours du développement va être exprimé dans d'autres contextes, avec d'autres personnages, avec souvent d'autres résultats jusqu'à la fin. Ouais, t'as Et raison. ça, En fait, ça c'est équivaut encore au une développement. digression. C'est pas. Ouais, c'est une digression dans la digression sur la digression. Ouais. C'est, Mais tu vois, moi, j'ai même plus envie de revenir à notre fil narratif. Non, Je trouve que c'est bien de dire. En fait, j'ai envie de digresser à l'infini. Et je trouve que J'aime c'est ça la profondément beauté de la digresser. conversation, c'est la digression à l'infini. ouais, le côté très. Parce qu'en fait, quand t'es dans la digression, t'es dans le moment présent. Après, est-ce que les gens aiment suivre ça? Des Bah, digressions. c'est Est-ce qu'on aime c'est comprendre? une bonne question. Mais en fait, je sais pas. Des fois, je me demande, quand on a envie de boucler une conversation, ou tu vois, quand mon cerveau très rationnel me titille en me disant oui, mais t'as pas fini ton énumération, t'as pas bouclé tel fil narratif dans la conversation, tu vois, au sein d'un podcast. Je me demande si c'est pas simplement une forme de toc, une sorte de besoin de finir. Hmm. Et en même temps, c'est parce que aussi je me préoccupe un peu des gens qui écoutent et qui regardent, et je me dis je veux pas les perdre, mais en même temps, il faut pas trop s'attacher à des sujets prédéfinis, parce que peut-être qu'en fait, ce qui fera la beauté de cette conversation, ou en tout cas son intérêt potentiellement, ce sera simplement ces digressions qui s'encastrent Oui, les peut-être unes dans parce les autres. que peut-être c'est intéressant dans notre chance spécifiquement dans notre contexte où on est jeune, on n'a peut-être pas encore une expérience suffisante pour pouvoir tenir 1 heure et demie sur On un pourrait, seul sujet. on pourrait tenir On une heure et pourrait. demie sur un sujet. On quand pourrait même. tenir sur un sujet, mais il faudrait un peu potasser avant. Pas forcément, parce qu'il y a des podcasts où on l'a déjà fait, tu vois, Ouais. des épisodes où on l'a déjà fait. J'ai jamais autant digressé dans un épisode de podcast. C'est vrai que après je suis Mais il y a toujours des digressions à un certain degré. j'aime la digression, j'ai tendance à passer d'un sujet à l'autre parfois, mais bon. J'essaie quand même de toujours garder un fil à l'arrière-plan, de me dire, oui, ok. Il faut y revenir après. C'est un peu ce que tu décrivais, en fait. T'énumères. Tu sautes quelque part, mais tu dis, ok, l'animation s'est arrêtée là, Gerbe. Puis après, tu ressautes ailleurs. Bon, j'ai une animation qui s'est arrêtée là, j'en ai une autre qui s'est arrêtée là, je suis là, je reviens en arrière, ok. Et puis ça continue, ça avance, et puis à la fin, tu te retournes, et tu vois, tu fais une espèce de buisson de digression, et tu fais, bon, on va avancer. On va laisser les ramifications non terminées. Mais ça a été un mode, j'en parlais avec mes parents récemment, là, qui sont profs de philosophie. Et ils disaient qu'en philosophie, il y a deux types de philosophes. Il y a le philosophe à la Kant, qui lui, te met un chemin carré. Et il a où il va développer sur son idée pendant
pendant 3 livres de 1000 pages. Et quand tu le lis, c'est blindé. T'as le début, t'as la fin, et tu sais que tu peux pas remettre le truc en question parce que il y a des arguments derrière. Ou alors il faudrait vraiment aller récupérer le premier argument pour critiquer tout le reste. Il y a la solidité logique. Mais en même temps, il y a un peu cette stérilité, cette impression de... Oui, il va pas aussi loin qu'il pourrait, parce qu'il reste complètement enchaîné à sa propre logique, à sa propre rationalité, aux propres limites qui se posent. Et ensuite, il y a une autre philosophie qu'on trouvait chez Nietzsche et Deleuze, une philosophie qui est beaucoup plus littéraire, beaucoup plus dansante, où à la fois, il y a des moments, tu peux te relever, ce qui arrive jamais devant Kant, et te dire « Ah, quand même, là, c'est un peu bullshit, non ?» Ou il manque un bout au raisonnement. Il est passé du coq à l'âne, le monsieur. Mais ça enrichit différemment que cette longue démonstration. Est-ce que tu as encore fait une digression quelque part? C'est tout le problème du scénario. Parce que si t'as pas de digression, ça va être chiant. Mais si t'en as trop, Mais ça va si être les digressions incompréhensible. prennent toute la place, il faut toujours qu'il y ait une armature, quoi. C'est pour ça qu'on pose toujours la armature en amont et qu'elle doit être quand même un peu solide, un peu Mais pas reblindée. tout. Enfin, Pas forcément en amont et en aval. Un peu, je pense que l'armature, on l'a fait un peu tout le temps. En fait. Oui, je suis trompé. Elle est tellement essentielle que... ça peut se faire en parallèle de Oui, un l'écriture. peu. Mais je pense qu'il y a quand même un jeu d'aller-retour. Ouais. On prévoit une structure, on commence à écrire dedans. Soudain, on fait une digression. La digression se développe. Puis elle commence à faire un trou dans notre structure. Là, on regarde notre digression, on lui dit t'es sûr que tu mérites de durer aussi longtemps? Soit on la réduit, soit on se rend compte que En fait, c'est plus une digression. c'est plus une digression, c'est une partie de l'histoire. L'histoire maintenant elle va un peu ailleurs. Et on détourne un peu notre nouvelle structure pour intégrer cette digression et on avance jusqu'au moment suivant. Ce que je trouve que c'est un grand problème d'écriture, c'est que on aimerait bien bosser, comme j'ai appris dans mon école de cinéma, d'après les Bibles de Monsieur Robert McKee. D'après la Bible, Monsieur Robert McKee sur oui, alors première étape, je prends un personnage, donc je lui donne un nom. Après, il va donner un nom, je lui donne un besoin, une faiblesse, une motivation. Il a un enjeu. Maintenant, je réfléchis. Comment est-ce que je pense le monde? Qu'est-ce que j'ai envie de dire sur le monde? Ah, j'ai envie de dire au monde que voler, c'est mal, mais elle a de graves conséquences. Bon, et donc je développe à partir de là, je continue. Sauf que ça marche jamais, ça. En fait, ça te donne un truc qui est déjà complètement squelettique. Nos personnages sont pas remplis, vides. On n'arrive pas à développer. On se retrouve complètement coincé avec une histoire en fait presque mornée. Enfin, en tout cas, c'est mon cas quand j'écris. Alors qu'en partant à travers quelque chose peut-être au départ plus explosif et en le canalisant ensuite peut-être dans ces structures, on obtient quelque chose de beaucoup plus intéressant et beaucoup plus facile à faire. Et qui a ce côté naturel qui rend l'écriture agréable. Alors que de l'autre côté, il y a des moments de lutte, des moments de... Puis là, beaucoup plus l'envie de copier. C'est-à-dire, je trouve pas, mais je connais le personnage qui correspond au point de structure que j'ai envie de mettre et je vais le copier-coller. C'est comme ça qu'on répète. Et puis au fond, il n'y a qu'une seule histoire. Oui, la Bible. Ouais. Mais vient, aussi, cette méta-histoire, elle est aussi en nous, quelque part. En fait, si on écrit une histoire et qu'après on se pose la question de comment elle correspond aux archétypes. En même temps, c'est en nous et en même temps, c'est assez culturel parce que je pense au Japon. Alors j'ai oublié, mais les Japonais n'ont pas les mêmes points de structure que nous. Leur histoire, même si ensuite peut-être on peut interpréter leur film avec notre structure aristotélicienne en 3 actes. Eux, ils pensent ça à partir d'une structure qui n'a pas le même nombre d'actes et qui ne fonctionne pas de la même manière. Et quand ils écrivent, ils pensent comme ça. Quand ils analysent, ils pensent comme ça. Nous, qu'on analyse, on pense autrement. Probablement qu'ils peuvent aussi interpréter un peu nos histoires avec leur structure. Et c'est quelque chose d'intéressant, c'est justement dans une adaptation qui va d'un pays, par exemple de la France au Japon, si tu demandais à un réalisateur de faire le même film, à quel moment cette différence de... Non pas forcément dans la manière dont l'histoire finale semblera structurée ou pourra être analysée,
Mais dans la manière dont elle a été pensée au moment de l'écriture, qu'est-ce que ça change exactement sur les points que l'on aborde? Et je pense que ça fait beaucoup de différence dans le cinéma, où on parle de digression et toute la logique des contes, de tous de beaucoup de pays africains. Et je pense en particulier à l'influence qu'a eu sa nourrice sur un écrivain américain, William Faulkner, Ouais. qui fonctionne sur la digression. On voit le conteur qui commence à parler, il rajoute, il rajoute, il rajoute, avec une structure qui semble couler comme un flot de paroles sans fin, qui n'est pas la même structure que la structure qu'on utilise, et où pourtant ces digressions sont une partie intégrante de cette structure. Et Faulkner développe un peu là-dessus. Et Et puis les digressions peuvent aussi... Enfin, elles sont jamais complètement déconnectées du récit, puisqu'il y a toujours un dénominateur commun qui est le narrateur. Oui, qui reprend. Oui, c'est vrai que c'est souvent des contes où il y a une forte présence de Et la quand on narration. digresse, peut-être qu'on voit pas le fil rouge, mais il y en a toujours un, puisque c'est la même personne qui digresse. Oui. Ça vient du même esprit, et cet esprit-là, Mais en tout cas, le fil rouge, l'important, c'est qu'à un moment, le fil rouge n'est plus visible. Alors que quand on prend, par exemple, en comparons à un roman. Ouais, pour continuer un peu, j'aime beaucoup Faulkner. Du bruit et la fureur, qui est une sorte de version sombre d'Autant n'emporte le vent. Autant n'emporte le vent, tu perds pas le fil rouge, tu sais où il va. Le bruit et la fureur, bonne chance pour comprendre où ça va, vu que dans le premier chapitre, la narration est faite par un personnage qui ne comprend rien à ce qui l'entoure. Et précisément, on doit chercher nous-mêmes le fil dans un récit complètement explosé, où le détail peut-être le moins intéressant a été mis au premier plan. Et on a en fait l'histoire qu'on cherche un peu derrière, et avec cette proposition fascinante de Bruit et la fureur qui est finalement l'idiot, celui qui comprend pas, c'est celui qui voit le mieux et le plus de choses que ceux qui comprennent, mais qui comprennent qu'une partie, et qui la comprennent en la tordant. Alors que lui, il sent quelque chose qui est la réalité. Presque. Et elle est incompréhensible. Mais on arrive à en retirer quelque chose dans un jeu de pistes, en croisant en fait. Justement chez Faulkner qui change cette unité de la narration pour multiplier les narrateurs, multiplier les périodes, multiplier les époques. Et je me suis perdu. Je suis presque perdu. Non, j'ai l'impression que ça touchait à sa fin. Ouais, c'était peut-être la pas- fin, mais j'avais Cette réflexion. un problème dans mon intonation. Je sentais qu'elle montait vers autre chose. Ça t'arrive jamais d'avoir des idées sur qu'elles devraient aller ailleurs, et en fait non, bon, pas. Alors bon. Mais des fois, en fait, on est suffisamment... Enfin, en tout cas, moi, ça m'arrive d'être suffisamment arrogant pour penser que ce que je dis va quelque part, alors qu'en fait, non, c'est une idée avortée, qu'en fait, je prêtais plus d'importance à mes réflexions qu'elles ne devaient en avoir. Ouais, j'ai quand même toujours un peu le doute. Peut-être. Bah écoute, si ça te revient... C'est ouais. Est-ce que ce doute est-ce que je vais quelque part, ou est-ce que je suis juste en train de parler, parce que c'est agréable de parler, c'est vrai, et d'avoir l'impression de dire des choses qui ont du sens. Bah, en fait, là, tu parles parce que tu es devant un micro et parce oui, que c'est là, ce qu'on j'ai attend pas, de j'ai toi. pas trop le choix, oui. C'est parce que c'est ce qu'on attend de toi, mais après, c'est pas une évidence que ça va forcément aller quelque part. Et Oui. puis, tu vois, c'est un peu un pari. On se dit, là, on s'assoit face à face, devant des micros, on enregistre, on filme. Déjà, c'est vrai qu'il y a une forme peut-être de narcissisme, en tout cas de ma part, de faire ce truc-là. Je me dis... Donc, a priori, ça devrait être intéressant, quoi. Et en même temps, c'est aussi un plaisir. Enfin, on se fait plaisir à On se fait plaisir. parler comme on veut, en face de micro. Puis moi, je me rassure en me disant un peu, bon, bah, les gens que ça intéresse pas, ils arrêtent d'écouter, tu vois. Oui. Puis, Effectivement, et puis c'est toujours... personne ne force personne. Je pense que c'est aussi des contenus qui permettent de découvrir des personnes d'une manière très intime, d'une certaine manière. Ouais. Dans la manière de penser. Si on regarde comment digresse une personne, de quel sujet il passe à quel sujet il passe, si on y fait vraiment attention, on peut savoir beaucoup de cette personne, de la manière dont elle pense, dont elle associe les choses. Parce qu'aucune digression n'est purement arbitraire. On passe pas d'un sujet à un autre
sans qu'il y ait un lien, même ténu, entre les deux sujets. Parfois, le lien est évident. C'était un mot qu'on a repris d'une phrase à une autre. Parfois, le lien peut être à l'extérieur. C'est une idée qu'on a eue à un moment, en fait, qui relie les deux. Ou le fait qu'on en a déjà parlé à un autre moment, les uns à la suite des autres. Et ouais, notre esprit se dessine dans la carte de nos digressions. Et justement, le fil rouge, est-ce que c'est pas notre psyché? Est-ce que le fil rouge, c'est pas notre inconscient? Est-ce que finalement, c'est pas ça qui sous-tend tout ça? Probablement. Qui sous-tend tous nos discours? Probablement, enfin. Et ça t'arrive pas, toi, de comprendre des années plus tard ce que t'as écrit? Oui. Très souvent. Moi, tout le temps. C'est vrai que tu me dis, c'est évident. J'ai écrit ça à ce moment-là parce que c'était évident à ce moment-là. Et pourtant, je pouvais pas le voir parce que le moment empêche. Les moments empêchent souvent de voir des choses. Il y a des moments où on n'a pas envie de regarder. Non. Où on est beaucoup trop incité à regarder ailleurs pour vraiment penser ou réfléchir à ce qu'on faisait à ce moment-là. Et donc, ça arrive que plus tard, au moment où on a assez de distance par rapport aux événements, pour dire, ben oui, pour voir tout en fait. À la fois, la distance du temps, je trouve qu'on voit, on a moins de détails, mais on peut plus les voir ensemble. On peut plus avoir une vision d'ensemble. Et l'écriture a ça de génial qu'elle nous permet de dialoguer entre nos de dialoguer Oui, d'avoir un contact avec cette, je veux dire force, dans un truc un peu tu peux dialoguer avec ton toi du passé, soit du passé, oui, et ton toi du futur. peut-être. J'ai pas réussi à dire ça d'une manière bien formulée. J'ai galéré. Oui, on crée son futur. Je dirais pas dialoguer avec, on le crée. On lui dit comment il va parler plus tard. Oui, c'est vrai que c'est toujours une illusion de le dialogue Parce que oui, le dialogue avec son futur, il y a un côté irréel. Parce qu'on peut pas, on le connaît pas, et cette il serait complètement différent de ce qu'on pensait. Parce qu'on le crée aussi à ce moment-là, et il y a un statut particulier parce que comment dire, là, il faudrait faire des trucs très prétentieux, genre c'est un futur soit du présent. Ouais. C'est comme notre passé n'est pas vraiment notre passé. Notre passé et le c'est passé notre lecture. à partir de notre présent, il se modifie à chaque fois. Je veux dire, c'est pour ça qu'en fonction de ce qu'on vit, on va se souvenir de choses différentes. Ben en fait, on n'aura jamais accès à notre passé. On n'aura jamais accès à notre présent non plus, de telle manière. On n'en aura jamais besoin non plus. Mais si. Enfin, accès. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est un des paradoxes un peu bêtes, c'est-à-dire le présent, il passe. Et donc, à chaque fois que tu peux le saisir, il est déjà passé. Et la pointe du présent, peut-être qu'on peut en faire de temps en temps l'expérience, mais elle est relativement insaisissable. En même temps, le passé est toujours relié à un présent qui l'arrache un peu au passé. Il est toujours ramené. Le passé est ramené au présent. Le présent devient en permanence passé. Et tout ça s'achemine vers un futur. Et quand il viendra présent, on reviendra aussi avant. Et donc à la fin, effectivement, par contre, ça c'est un peu des paradoxes. Que oui, en fait, on n'a jamais vraiment contact avec le temps brut lui-même. On est une sorte de reconstruction. C'est un peu ce que dit, je crois, Bergson. On évolue, en fait, pour avoir une influence sur le monde, pour avoir une compréhension de nous-mêmes, pour pouvoir, en fait, raisonner. On a besoin de ne pas opérer avec un temps qui serait un temps véritable, mais d'opérer avec une reconstruction du temps, qui place nettement un passé séparé d'un présent, séparé d'un futur, alors que si on regarde bien la réalité, on peut dire que presque tout coexiste. Bien, notre passé et notre présent sont déjà contenus dans notre futur, ou vont l'être. De toute façon, notre futur existe déjà. On ne peut pas l'empêcher d'arriver. Et notre passé est plein de tous les présents qu'on a, de tous les futurs qu'on a imaginés. Et on ne peut pas faire une séparation aussi nette, mais en même temps, si on vivait en permanence avec
avec le sentiment de comment dire, de cette insaisissabilité du temps. On pourrait rien faire. Alors, ce serait terrifiant de dire on se voit demain et que quelqu'un puisse te répondre quel demain. Ce serait, on pourrait même pas penser. Enfin, on saurait pas. J'ai ressenti quelque chose hier, mais ça peut être demain, ça peut être avant-hier. On peut à des moments je trouve, de trouble extrême. Et quand on est vraiment émotionnellement très perturbé, accéder un peu à cette espèce de maelstrom temporel où tout se confond. Je sais pas, quand par exemple un immense ce qu'on peut voir, quelqu'un qui panique soudain se met à refaire une erreur qu'elle n'a jamais fait en fait depuis et qu'elle a arrêté de faire depuis 5 ans, comme si soudain cette personne qui pourtant avait appris était revenue avant qu'elle apprenne, parce que la peur l'a amenée ailleurs, a fait que les époques soudain entrent en collision. Voilà. Réflexion un peu trop profonde peut-être. Bonjour Bergson. Non, c'est l'interrogation du temps. Et ça, ouais, mais c'est un peu le sujet Elle est infini. fascinante. Ah, c'est fascinant, mais c'est le sujet infini. C'est un sujet infini, mais en fait, c'est intéressant d'essayer de l'attaquer de plein d'angles différents. Et c'est un des sujets où, justement, je pense que c'est plus intéressant de l'aborder comme ça, d'essayer de l'attaquer comme ça, de plein d'angles différents, plutôt que de trop creuser dans une direction, parce que justement, là, on se perd. Oui, et on je finit pense par que se perdre dans des... je pense que c'est pas faux non plus de dire que tout ce qui existe, c'est le moment présent. Que le seul temps saisissable, c'est le présent. Non, c'est pas vrai. C'est pas une bonne façon de le dire. Parce que le présent est par nature insaisissable, comme tu disais. Bah, il passe. Non, c'est pas une façon de dire, il passe. Mais en même temps, oui, c'est le seul. Mais insaisissable, parce que si tu commences à essayer de penser au présent, c'est trop tard. Parce en même que temps, tu c'est penses, le seul qu'on vit. En fait, le seul qu'on a effectivement réellement, c'est le présent. Tu vois, qui ressemble à être purement présent. Moi, par mon biais de prof de yoga et de méditant, quand on parle du présent, tout de suite, je pense à ça. Je pense à la spiritualité et à la vision orientale du présent. Et du coup... Attends, mais pardon. Continue, désolé. Je pense qu'on peut dire que... En fait, le présent est insaisissable parce qu'on ne peut pas y penser, parce que par nature, la pensée s'inscrit dans le passé ou dans le futur, mais on ne peut pas vraiment, on peut pas penser au présent. Et effectivement, tu prends l'exemple de la méditation, qui est, je pense quand même pas, j'aimerais bien ton point de vue là-dessus, un exercice de mise en contact avec le présent, mais qui montre bien la difficulté en fait d'abstraire de ce présent ce qui passe, ce qui disparaît, et de se bloquer dans... Comment tu décrirais en fait le moment présent dans une méditation, par exemple? Bah, tu sais, c'est une question que je me posais hier soir. Je me disais, il faut que j'écrive sur le moment présent. Parce que j'ai jamais écrit vraiment... J'ai écrit de manière parcellaire sur le moment présent et toujours dans une visée plutôt poétique, mais pas vraiment... J'ai pas écrit d'essai sur le moment présent. Et je voudrais écrire là-dessus, pas pour les... principalement pas pour les autres, mais pour moi, parce que je suis pas sûr vraiment de savoir ce que c'est le moment présent. En fait, c'est pas si évident quand on se pose les questions. Et justement, et en fait, c'est aussi en fait, la méditation et le moment présent, c'est presque deux mots différents pour parler de la même chose. Oui, je pense, oui. Parce que la méditation, bon déjà, mais le truc c'est que là, on est parti pour 5 heures si on se lance là-dessus. Mais, ouais.
Euh, la méditation, déjà selon les traditions, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Il y a l'importation de la méditation en Occident. Maintenant, en Occident, on parle de pleine conscience. Parfois, la méditation, ça peut être une forme de visualisation, de tout ça. Moi, quand je parle de méditation, je parle de la méditation plutôt dans le cadre de la philosophie du yoga, c'est-à-dire, j'ai trouvé ça beau quand tu l'as défini comme un exercice de mise en contact avec le présent. C'est un peu comme ça que je le vois. D'accord. Et j'ai oublié où on est complètement. Tu m'as posé une question. Je te demandais le moment présent, définir le moment présent. Oui, non, d'expliquer comment la méditation te met en contact avec ce moment présent. Quel est son rapport peut-être quelles sont les techniques que tu emploies pour arriver à cette mise en contact, compréhension. Je sais pas trop le mot qui serait le plus adapté. Bah là, il y a une réponse qui me vient, qui est celle du yoga, qui n'est pas la mienne. Oui. Et par contre, ça nécessite une grosse parenthèse encore, mais on peut rentrer dedans si ça t'intéresse. Allons-y. Je vais m'aider d'un papier pour pas trop me perdre. Dans le yoga, donc le yoga, c'est souvent associé à tort. Donc là, je me lance, mais en même temps, c'est bien parce que c'est vrai que je parle souvent de yoga dans ce podcast, mais et des fois avec des profs de yoga, et du coup, on prend pour acquis certains. En fait, on prend pour acquis notre vision du yoga qui est différente de celle de l'inconscient collectif, en tout cas en France et en Occident. Et donc le yoga, souvent on l'assimile aux postures de yoga. Mais en fait, c'est un abus de langage. Quand on parle de yoga pour parler des postures, c'est un abus de langage. Le yoga, c'est avant tout une philosophie. C'est une école de pensée. Et donc, c'est un système. Le yoga, c'est un système. On peut le voir comme ça. Et je vais pas me lancer dans des trucs. Il faut que je sélectionne. Mais je voulais faire un petit disclaimer. Parce que là, je pensais à te torturer. Je me disais, ok, je vais lui demander une philosophie, un système, une sagesse. Lequel Donc, tu parlais de méditation. Je parlais de méditation. Et j'allais te résumer. Du coup, j'ai eu le temps d'un tout petit peu organiser ma pensée. Donc, j'allais te parler de la réponse du yoga à ce problème, entre guillemets, de la mise en contact avec le présent, comme tu disais. C'est drôle, mise en contact avec le présent. On peut voir le yoga donc, comme un système en 8 étapes. En sanskrit, on dit les ashtangas. Ashta 8. Anga, on le traduit par membre, mais tel que ça me l'a été enseigné en Inde, c'est plutôt membre dans le sens partie du corps, plus que dans le sens bras et jambes. Donc, pour dire que c'est les 8 parties vitales du yoga. Donc, partie du corps ou partie d'un tout? Membre. Anga, ça veut dire partie du corps. D'accord, oui. Okay. Mais là, du coup, c'est employé dans un autre sens. Les deux premières ça s'appelle c'est les yamas et les niyamas, donc ce serait un peu l'équivalent des 10 commandements. C'est des règles de conduite. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Elles sont prescriptives comme les commandements. Elles sont prescriptives et c'est ne pas voler, enfin tout ça. Si je rentre là-dedans, ça va encore. Mais vous pouvez chercher les yamas, les niyamas. Les interdits, des interdits sociaux. C'est ça. Il y a les règles par rapport à toi-même et par rapport aux autres. Tu vois. Donc ça, c'est les deux premières. Ensuite, il y a... il ne faut pas que je les mélange. Il y a le retrait des sens. Alors, je ne sais pas vraiment si c'est une bonne traduction en français. Le fait de ne pas être esclave de ses sens. D'être libre par rapport à tes sens, quoi. De ne pas céder au plaisir facile. C'est-à-dire ne pas être hédoniste, quoi. Ensuite, tu as les postures de yoga, ce qu'on appelle les asanas. Ensuite,
T'as le pranayama, c'est des exercices de respiration. Prana, c'est l'énergie vitale. Tu vois, c'est cultiver l'énergie vitale. Supprimer les blocages, la faire circuler dans ton corps. Ensuite, après ça, c'est là qu'on arrive à la méditation. Et en fait, ces 5 étapes que je viens d'énumérer, on peut les voir comme des préparations à la méditation. Et Préparation dans quel sens? préparation dans le sens... ce que notre prof de méditation, quand j'ai fait ma formation de prof de yoga en Inde, nous disait souvent, c'était on s'occupe du corps et de la respiration avant de pouvoir s'occuper de l'esprit. Pour que quand on s'assoit en méditation, on fait les postures de yoga pour que notre corps nous demande moins d'attention quand on s'assoit en méditation. D'accord. Et on fait des exercices de respiration pour grossir le trait, hein, pour avoir une respiration plus lente et plus stable et pour qu'elle n'entrave pas notre pratique assise de la méditation. Donc travailler le corps pour faire disparaître À le la corps. base, les asanas, les postures de yoga, sont conçues pour pouvoir rester assis plus longtemps en méditation. C'est ça leur but premier. C'est pour ça qu'on fait des postures de yoga. Et après, elles ont évidemment des bénéfices collatéraux. Elles permettent aussi de maintenir le corps en bonne santé. Il y a une sensation de délassement, de détente après avoir pratiqué des postures de yoga. Et chaque posture ou chaque famille de postures a des bénéfices particuliers physiques. Mais tout ça, c'est plutôt des bénéfices collatéraux. Le but premier, c'est d'assouplir le corps et pour qu'il nous demande moins d'attention quand on pratique la méditation. Dans une posture assise pendant 45 minutes, 1 heure, 2 heures. Donc, ces 5 étapes. La 4e étape, les postures de yoga. 5e étape, les exercices de respiration, la pratique de la respiration. 6e étape, c'est ce que en sanskrit ça s'appelle dharana. Et c'est en fait, il y a 2 étapes dans la pratique de la méditation, dans le système du yoga, dharana et dhyana. Dharana, c'est la méditation avec un objet. Donc c'est typiquement se concentrer sur sa respiration, par exemple. Ou ça peut être une forme de contemplation, un objet extérieur, une fleur, ou quelque chose comme ça. Quelque chose qu'on peut vivre même en dehors de la pratique du yoga, peut-être. Enfin, en tout cas, ça évoque des choses Ouais. pour moi. En fait, dhyana, l'étape d'après, donc la méditation sans objet, c'est plus spécifiquement la pratique assise. Mais la pratique de la concentration, effectivement, peut être envisagée en dehors de l'assise méditative. Donc le fait de méditer avec un objet, que ce soit la respiration, un objet extérieur, que ce soit un mantra, aussi ça peut être un mantra, c'est une pensée, un mantra. Un mantra, Désolé, un mantra, c'est des mots que tu répètes, sur lesquels tu te concentres, qui peuvent avoir un sens ou non. Par exemple, il y a un mantra qui s'appelle Soham, et en fait, simplement quand tu inspires, tu penses So, quand tu expires, tu penses Ham. Et le but, c'est que ce mantra-là, cette boucle auditive mais intérieure, tu le penses, tu le dis pas. Remplace ton processus de pensée. Qu'elle prenne la place et pour te permettre de te libérer de tes pensées, en fait. Ou de réduire leur emprise sur toi et sur ton comportement. Je pense que je peux voir ce que tu... Tu vois ce que je veux dire. Donc c'est le fait de concentrer toute son attention sur un seul point pour être moins distrait, tout simplement. Travailler notre focus. Parce que je dois avouer, par exemple, moi, je connaissais évidemment le mot mantra, mais j'avais vraiment l'image de quelque chose qui avait un sens, une sorte de presque de maxime de vie, en fait.
mais qui est, je crois, un sens dérivé en fait de mantra plutôt que le sens premier. Et donc du coup, ça m'induisait peut-être probablement un peu en erreur par rapport au fait que ce qui vient avant, en fait, c'est pas forcément le sens des mots, Après, la plupart des mantras ont un sens, quand même. mais le fait de les, oui. Mais Est-ce que le sens est important ou ce qui est le plus important en fait, c'est la prononciation, la concentration sur ces mots. Est-ce que tu penses au sens à la fin quand tu t'approches de la méditation? quand je médite sur un mantra, c'est en général, c'est ce mantra-là spécifiquement dont je te parlais qui a pas vraiment de sens. Et les autres ont un sens. Et après, sinon, les mantras, par exemple, qu'on chante pendant les cours de yoga, ou que les Indiens chantent euh, avant et après une activité importante, c'est plutôt religieux et c'est des mantras, effectivement, qui ont un sens important. Par exemple, un mantra très connu, c'est le Om. Mhm. Et Om, c'est l'incarnation mantrique de Dieu pour les Indiens. Om, c'est le son qui... Ça veut pas dire Dieu, mais c'est le son, quand tu le chantes, que tu le fais résonner, qui est supposé incarner euh, le divin. J'ai l'impression que souvent Dieu n'a pas de nom. Enfin, on ne pouvait pas trop l'appeler. Qui aurait. C'est intéressant, les Indiens, ils ont un mot, c'est Ishvara, et ce mot-là, il désigne Dieu, mais c'est plutôt l'idée de Dieu. C'est un mot qui a un autre sens, un sens plus large et plus diffus. Peut-être aussi c'est pour désigner Dieu dans un contexte philosophique ou une façon de penser à Dieu, mais c'est une sorte de mot pour désigner Dieu d'une manière informe, parce qu'après, ils ont plein d'incarnations de Dieu. Oui. Tu vois, il y a Shiva, Vishnu, Oui, qui etc. sont nommés. Et aussi qui ont des formes, des représentations physiques. Tu vois. Mais comme peut-être Ganesh avec sa tête d'éléphant. peut-être un peu à la manière pour remettre dans un contexte beaucoup plus occidental, dont en Occident, on a d'un côté Dieu le Père, qui n'a pas de nom. Ouais, et il qui n'a n'est pas vraiment de désignable, forme. Qui n'a pas vraiment de forme. C'est exact, c'est un peu la même chose, je pense. Et le Christ, qui lui est nommé une incarnation, une historicité. Et pourtant, qui est et divin. Qui est la même personne. Qui est divin aussi. Mais il me semble qu'il y a eu des influences assez importantes entre ces deux religions, en fait, dans le développement du christianisme. Je n'ai pas trop de sources dessus, mais je crois que ça me rappelle des trucs. Oui. Oui, continue. Ouais, du coup, juste pour finir, j'ai pas réussi à présenter ça de manière concise, mais donc il y a cette pratique il y a ces préparations à la méditation. Ensuite, il y a la pratique de la concentration, méditation avec un objet, et ensuite il y a dhyana, la méditation sans objet. Donc c'est plus le fait, c'est aussi de ce que j'ai compris, ce qui se rapproche de ce que les bouddhistes, ça se rapproche beaucoup de ce que les bouddhistes appellent la méditation analytique, c'est-à-dire le fait d'observer ce qui passe, d'observer tes événements intérieurs sans leur apposer d'étiquette, sans les juger, en essayant de pas, tu vois, de pas prendre, de pas saisir les pensées qui arrivent et de les développer, mais de les laisser passer et d'être dans un état d'observateur. Pas figer les pensées, en fait. Pas figer les pensées. Et évidemment, il y a toujours des choses qui vont se passer, des événements, mais c'est cette idée de réaliser qu'on n'est pas seulement le penseur, qu'en fait, on n'est pas obligé de s'identifier, que souvent on s'identifie au penseur en nous, mais qu'on peut... En fait, quand tu réalises que tu es capable d'observer tes pensées, c'est bien que tu es plus que le penseur. C'est bien que tu ne te réduis pas au penseur et donc que tu n'aies pas tes pensées. Et ça a été un mantra pour moi, justement, pendant un temps. Maintenant, j'en suis un peu revenu, peut-être parce que je suis dans une autre phase, pas forcément plus avancée, mais peut-être ou pas, mais en tout cas différente de ma pratique de la méditation. Je me répétais souvent, à une certaine période, « je ne suis pas mes pensées ». Et c'était un mantra très libérateur pour moi. Je ne suis pas mes pensées. Je comprends. Mais on est quoi alors si on n'est pas ses pensées? Puis j'aimerais aussi revenir, parce qu'on parlait au départ du temps, du rapport au temps dans la méditation. Et c'est vrai que dans ce que tu dis, au lieu d'essayer de figer ses pensées, les laisser s'avancer, voir comment elles bougent, ça rejoint un peu ce dont on parlait à propos du temps en fait. C'est revenir à ce temps comme mouvement perpétuel, de présent qui passe, de passé qui naissent, qui meurent, qui deviennent le futur, sans essayer de fixer à un moment
ceci est maintenant, et ce maintenant est coordonné à un avant qui a eu lieu à telle date, et un futur qui aura lieu à telle date. Et au lieu en fait, de se croire un peu en fait, le centre du temps, quand on le définit par rapport à nous, on définit le présent par rapport à notre présent, le passé, et atteindre cette sensibilité au mouvement en fait. Ce qui peut-être aussi rejoint le cinéma qui n'est pas figé comme la peinture, mais un art d'une image qui bouge tout le temps, Mm. qui s'arrête pas de bouger. Alors ça, c'est assez logique. Je crois que ça rejoint le Medada, mais on évitera d'en parler. D'abord parce que nous n'avons peut-être plus le temps. Deuxièmement, parce que ça prendrait des heures et des heures. C'est Gilles Deleuze qui, à partir de Bergson, écrit les deux ouvrages fascinants qui sont l'image mouvement et l'image temps. Mm. Et qui montrent comment on passe d'une image à l'autre, d'une conception du cinéma comme mouvement, et de ce mouvement, on passe au temps. Mais bon, je vous conseille d'avoir le plaisir de lire Deleuze, sans essayer forcément toujours de le comprendre. Parce que je pense que c'est un peu... C'est bien de dire ça aussi, parce que je pense qu'une des raisons pour laquelle certaines personnes ne lisent pas beaucoup, c'est qu'elles ont une appréhension vis-à-vis du livre, ou même peut-être une trop grande humilité, et qu'elles s'attendent à tout comprendre forcément. Et c'est vrai que, enfin, je sais pas, je trouve ça beau d'avoir un rapport un peu déculpabilisé au livre, C'est vrai, quand j'y pense, je suis quelqu'un qui lit énormément. sans forcément chercher à Et comprendre 100%. ce qui me permet, je pense, de lire autant, c'est de... Je cherche à comprendre, mais effectivement, quand un passage n'est pas clair, là, maintenant, tout de suite, je vais pas buter dessus, je vais pas revenir en boucle sur mes passages, relire, jusqu'à ce que j'ai compris en cherchant à l'extérieur. Je vais passer au suivant, et si je comprends le suivant, je continue, et je me dis que si le livre était vraiment important pour moi, un jour je le relirai, ça m'est arrivé de relire des livres, et d'arriver sur ce passage que j'avais pas compris la première fois, et cette fois il s'éclaire. Et c'est un autre passage après que je comprends plus trop dans ce contexte, mais... et le livre devient compréhensible au fil de ses lectures. Enfin, c'est vraiment le rapport que j'ai eu avec Deleuze qui est cryptique. C'est, oui, de m'enrichir en fait en sa compagnie, sans essayer nécessairement de me dire je comprends Deleuze. Non, je comprends pas Deleuze, mais il m'a quand même apporté grâce à ça. Et parfois, j'ai la sensation d'en comprendre des morceaux. Et, euh, et je trouve que c'est une émotion très belle enfin, une émotion que j'apprécie vraiment dans la lecture. Là, je pense à la lecture d'écrivains avec des styles très embrouillés, comme Faulkner ou Claude Simon. C'est qu'on comprend pas. Et à un moment, soudain, parce que l'écrivain est un bon écrivain et qu'il sait nous guider, on comprend. Et le récit avance clair, et soudain un peu de lumière, et puis à nouveau, les phrases, la complexité revient. Mais on sait qu'il y a des... allez, faisons un peu de poésie, comme des clairières dans des forêts de cygnes. Et des moments où il y a ce paradoxe qui est réalisé par ces écrivains qu'on peut accuser parfois d'être vermeux, d'être prétentieux, d'arriver à réaliser un oxymore intellectuel, une obscure clarté. Et une nouvelle digression. Bonjour. C'est vraiment le podcast de la digression. Oui. Et juste pour finir, parce que j'avais vraiment presque fini mon énumération, Vas-y. et pour le coup, comme j'étais à 7 sur 8, je me dis ça vaut le coup de finir Vas-y. avant Désolé, de je boucler cette t'interromps, boucle. Non, pas du tout. Pour revenir sur l'animation précédente. Pour finir ça, qu'on n'y pense plus. Ah, ce serait triste. Ah, ce serait triste. Pour satisfaire peut-être les gens qui attendaient la fin. Oui. Je sais pas. Les gens qui se rappelaient qu'on était à 7 sur 8. Des étapes du yoga, des membres du yoga, des parties du yoga. Il y a ces deux types de méditation. Méditation avec objet, méditation sans objet.
Et méditation sans objet, dhyana, c'est la 7e étape sur les 8. Et la 8, qu'est-ce que c'est? La 8, Tu m'as vu parce que je me suis dit, c'est fini, il y a plus d'objets, il n'y a plus rien. Putain, il a dit 8 avant, bon, j'ai oublié qu'il avait dit 8. parce qu'en fait, Je pas le allé voir yo... des chiffres. Et là, du euh, coup, non. Après la 100, il y a un truc sans 100. Vas-y. à la base, le yoga a un but. Et justement, cette 8e étape, c'est le but. Et en Oh, fait, Nirvana. Non. ça peut être assimilé au nirvana, ça s'appelle samadhi. C'est le seul truc que je connaissais. Le 8e membre, c'est samadhi. Et on traduit ça en français et en anglais par méditation, absorption méditative. Et, euh, et en fait, ce serait un peu l'équivalent de ce que les bouddhistes justement appellent l'éveil, l'illumination. Et c'est pas forcément très différent du nirvana, effectivement. Même si, enfin, non, bon, je peux pas rentrer là-dedans parce que après, ça parle de réincarnation et tout, de sang. Oui, ça serait. Euh, On irait. Waouh, on va pas s'en Mais, sortir. mais effectivement, là. J'arrive pas bien à résumer les trucs. Hein. Et puis, c'est un peu le. Peut-être le problème de nos conversations, c'est que là, j'ai envie de partir aussi ailleurs, j'ai envie de Bah oui. continuer. Je me dis. Peut-être c'est ce que tu écris, j'écris. Cette méditation qui s'éloigne du corps. Ce qui permettra pas parfois aussi de remplir une page. Je pense que tu l'utilises en écrivant. Et du coup, ça aussi, et ça m'incline, ça me dirigeait aussi vers un questionnement qui est: est-ce qu'on écrit avec ou sans son corps? Parce que on a l'intention de dire, quand j'écris, je suis pur esprit, et dans une direction, peut-être une tradition de méditation où pour s'écrire, on s'éloigne, on rejoint sa pensée, on rejoint son inconscient, on rejoint quelque chose qui est au-delà de notre pure sensation. Mais en même temps, désolé, je continue un peu Ok. de blablater. D'un autre côté, on atteint mais quelque chose qui finalement est proche peut-être d'un nirvana ou d'un état d'absorption quand par la surcharge des sens, qui serait une sorte de contraire absolu, ou au contraire, au lieu de s'éloigner de son corps, on se plonge en lui, on s'immerge dans sa propre corporalité jusqu'à atteindre comme un objet, comme si on n'était plus qu'un objet, et comme les objets en fait connectés à tout. Et ça, c'est dans les sens. Comme s'il y avait, je sais pas, de manière d'atteindre à peu près le même endroit qui serait diamétralement opposé, l'une étant probablement plus saine que l'autre, car surcharger ses sens, c'est peut-être toujours un peu les mettre en danger. Qu'est-ce que ça veut dire surcharger ses sens? Une émotion forte, vivre une passion par exemple. Je trouve que dans la passion amoureuse, quand c'est pas peut-être ce qui est souvent critiqué par les philosophies ascétiques, quand elle n'est pas un abandon au sens, ou enfin pas un abandon au sens, mais une sorte de plaisir un peu bas de plafond, quand la passion, quand l'amour devient un désir qui déborde, quand on est amoureux fou, on atteint quelque chose qui semble aussi nier des catégories comme sa propre individualité, sa propre existence, son enveloppe corporelle. On est plus loin, plus haut. Mais après, il y a aussi il y a toute une tradition indienne de la sexualité. Pour ça, j'ai l'impression qu'on pourrait repartir pendant des siècles et des heures. Est-ce que ça doit être lié, tout ça, non? Le corps, le plaisir lui-même, ce plaisir... l'orgasme te dépasse comme objet, c'est une sorte de mort aussi, une absolue. Tout aussi absolue que la mort presque... la mort du corps que permet ces méditations. Les deux, par le plaisir l'un, par la pensée de l'autre, aboutissent à la disparition du corps et... Tu veux dire qu'il y aurait deux chemins, celui de la surcharge et celui du détachement? Surcharger ses sens ou s'en défaire? Que les deux arrivent à Est-ce un qu'on endroit pourrait proche. arriver au même résultat avec les deux? Oui. Peut-être. Mais tu vois, tu reliais. C'est vrai que ce mot samadhi, c'est un mot sanskrit. Il est employé par les bouddhistes et par les yogis avec des nuances. Mais c'est un peu cet état quand on dit être in the zone, tu vois? Quand on est complètement immergé dans le moment présent. On peut
Désolé. C'est pour ça qu'on traduit ça par absorption. Être absorbé, être happé par le présent. Parce que c'est aussi ce qui en vrai, je pense que les gens pourront se reconnaître quand on a un peu trop bu. Est-ce qu'on n'a pas un peu cette sensation que le moment présent nous absorbe de plus en plus jusqu'au moment où on dort? Si rejoindre un peu ce que je disais avant, mais bon. Moi, mon réflexe, c'est de répondre non, mais tu as peut-être une autre vision. Bon, est-ce que tu veux bien développer un peu là-dessus avant que je te contredise? Je trouve qu'il y a dans l'association l'ivresse quelque chose où on perd la notion du futur, du passé. On arrive vraiment au moment où presque on n'est qu'un présent en fait qui marche dans la ville. Et le temps change de sens, il devient un peu cotonneux. On a l'impression, enfin. Mais le problème, c'est qu'il y a un échange que tu fais quand tu bois. Il y a l'après. Oui. C'est pas gratuit. Ah non, c'est probablement l'énorme différence de des expériences. C'est que d'un côté, l'intellectuel peut se permettre, demande un effort préalable, alors que l'ivresse suppose une souffrance postérieure. L'alcool, quand tu commences à boire, tu bois un verre, tu bois 2 verres, tu te désinhibes, tu deviens plus extraverti, et alors, pas tout le monde réagit bien. Tout le monde ne réagit pas bien à l'alcool, mais les gens qui réagissent bien à l'alcool, qui sont sensibles de manière positive à l'alcool, c'est comme ça que ça se passe. Au bout de ces 1 ou 2 verres, si tu continues pas à boire, ça va retomber, cette ivresse. D'ailleurs, je pense qu'il faut rappeler que l'alcool est dangereux pour la santé et qu'il faut le consommer avec modération. Parce que loin de moi l'idée de faire une apologie de l'alcool. C'était juste un exemple. Et je préfère être clair quand même. Quand tu arrives à ce point-là, il faut continuer à boire si tu veux que ça se maintienne. Comme un peu avec toutes les drogues, en fait. Le truc, c'est que pour obtenir un résultat linéaire, il faut une consommation presque exponentielle. Et c'est là où est tout le problème. Oui, c'est là où je conseillerais plutôt pour atteindre ce type d'état de recourir à la sexualité qu'à la drogue. C'est vraiment beaucoup plus sain pour le corps. Donc, si vous voulez atteindre une autre forme de nirvana, faites l'amour. De toute façon, est-ce qu'il y a des gens qui sont assez cons pour prendre nos propos comme paroles d'évangile ? Tu vois, je sais pas si on a l'air de modèle de toute façon. Est-ce qu'on fait vraiment confiance aux gens ? Après, c'est vrai que t'es venu en Jésus aujourd'hui, donc peut-être qu'il y a des gens qui auront envie de t'écouter. Ça peut être dangereux là. Je ne lance pas une religion. Et donc. Et même au-delà de ça, au-delà de ce sacrifice de l'après des drogues, liées aux drogues, est-ce que l'ivresse due à l'alcool est peut-être comparée à l'extase spirituelle en quelque sorte, ou à samadhi justement, à cet état de présence absolue? Est-ce qu'on peut être complètement présent en étant bourré? Et là, je pense que tu touches un point sensible et que tu viens de me convaincre. Enfin, je m'étais un peu convaincu tout seul en réfléchissant. Bon, souvent, j'étais un peu l'avocat du diable. Et c'est bien parce qu'au fur et à mesure, tu commences à prendre contrôle du micro et tu commences à prendre un peu plus confiance. Oui, c'est normal l'exercice. C'est en J'ai jamais vu quelqu'un toucher autant le micro. Forgeron. Psychanalyste, abstenez-vous. Oui, je pensais à quelque chose, je me souvenais d'une phrase de Baudelaire dans Les Paradis perdus, mais qui parlait un peu de ça, en fait, qui allait dans mon sens. C'est probablement de là que je suis venu pomper ma petite idée. Qui disait que la drogue permet d'atteindre une forme de plénitude, d'unité, mais à une condition, j'ai comme une sorte de malédiction. Tu iras peut-être au nirvana, mais de ce nirvana, tu ne pourras rien ramener. Et c'est là, pour l'amour, est toute la différence. D'un côté, tu as conscience, tu t'en souviens. De l'autre, cet état
euh, et destiné à Aussi, l'oubli. ouais. Le nirvana, supposément, c'est après la mort. C'est quand même Oui. plus proche du paradis que de l'absorption. Là, Mais, j'avoue, j'utilisais le mot nirvana plutôt je pense, Ouais, dans ouais, une je sais. acception européenne, sans faire exprès. Ouais, ouais, ouais. Parce que je ne connais pas du tout bien Ouais, le mais en yoga. fait, ce serait un succès d'année de nirvana. Ouais. Bah, c'est pas pour rien qu'on appelle l'orgasme la petite mort. Hein. Et que le nirvana vient après la mort. Je pense que tout le monde voit où je veux venir. Ça Et je peut vais être chez pour soi. ça, mais ça peut être aussi pour le calme après la tempête. Oui. Bon. Je crois que j'ai plus rien à dire. Comment aller au nirvana en 12 étapes. Enfin, non, je sais pas si j'ai plus rien à dire. Oui. C'est bien. En fait, je trouve ça... Quoi Ça me fait rire comme façon de finir. Bon, bah, on n'a plus rien à dire. Oui. À la semaine prochaine. Il y en a plus. Ça a coulé. Le robinet a coulé fort Revenez longtemps. plus Et tard. on arrive au bout Parce de. qu'en fait, à chaque fois, j'essaie de me creuser la tête pour... Enfin... J'essaie de me demander comment finir d'une belle manière. Et en fait, là... C'est vrai que là, c'est dur de conclure. Mais en fait, moi, j'aime bien cette manière de conclure. Bon, bah, je crois que j'ai plus rien Et en à même temps, dire. c'est parce que ça serait hyper dangereux si on faisait autrement. Parce que toute conclusion, on pourrait dire que ça pourrait lancer une nouvelle digression. Et là, on pourrait faire une digression sur la conclusion elle-même. On a commencé. Et je pense qu'on va finir. Mais voilà. Je pense qu'on va finir en se disant qu'on n'a plus rien à se dire. Même si c'est peut-être pas vrai. Oui, on va faire semblant. On va d'avoir faire plus rien à se semblant dire. parce que, évidemment, on est des puits de science inépuisables. Peut-être pas de science, mais Et des puits sans fond. Plutôt des puits sans fond. On s'enfonce là. En fait, on n'arrive plus à se sortir du mécanisme de la En fait, digression. et là, il faut faire très attention, c'est que peut-être qu'on va découvrir après que nos digressions étaient très bien enchaînées les unes avec les autres Ouais, ce serait incroyable. et que on a eu peur pour rien. Ben, on va se dire au revoir là-dessus. Très bien. Merci. On n'a merci plus rien à se beaucoup, dire. Merci beaucoup de cette invitation, Arthur. Bah, c'était un grand plaisir de discuter avec toi. Est-ce que juste avant de se quitter, tu as de l'autopromo à faire de quelque manière que ce soit, ou quelque chose à recommander, ou je sais pas. Alors, Est-ce que tu as quelque chose à donner? Oui. Donc tout d'abord, le 23 avril sort le clip du groupe anciennement appelé Acapella, qui sera sur une magnifique musique, Eder Lezi. Si vous connaissez Le Temps des Gitans, un film, et si vous connaissez pas, regardez-le. Adapté pour chœur a cappella. Donc sorti le 23 avril sur YouTube. Sur quelle chaîne? Sur Qu'est-ce la qu'il faut suivre pour être au courant Sur de la ça? chaîne, il faut suivre la chaîne Acapella, mais je te transmettrai leur nom. Acapella, je mets le lien en Tu description. mettras ce le sera lien plus et simple. je te transmettrai leur nouveau nom, vu que par définition, je ne peux pas encore le connaître, vu que c'est un nouveau nom. Ok. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Je ne peux que trop vous conseiller de jeter un œil aux futures productions du PAL Studio, dirigé par l'ami Stanislas Pacotte. Ça vaut le coup d'œil et ça le vaudra davantage demain. Et peut-être finir. Allez, je peux me permettre, j'ai un micro, je peux pas trop résister, je vais vous lire peut-être un petit poème. Bah, je n'osais pas te le demander. Une note. Un poème, ça ne se réclame pas. Là, ça se propose pas. Donc le poème se nomme Vieux mur. C'était un mur rouge brique. Il n'avait rien de spécial. Ces briques étaient alignées, voilà tout. Et pourtant, j'ai envie de parler de ce mur, bien qu'il n'ait rien de spécial. Des briques bien rouges. Et c'est à peu près tout. Parce que j'ai longtemps regardé ce mur, pensant des choses qui n'avaient rien de spécial. Des tas d'émotions contre les briques. Je ne me souviens plus de tout. Au fond, il ne reste qu'un mur de briques rouges, avec plus rien de spécial, mais de ces briques si bien alignées. Je n'oublierai rien du tout. Merci Pierre.
Merci Arthur, encore une fois. Et bonne soirée, bon appétit, bon après-midi. Bon appétit à tous.